bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez cette semaine riche, cette semaine de bénédiction. En tout cas, sachez que nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Pour ce plateau inédit aujourd'hui, oui, nous sommes sur un plateau inédit aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons nous dire des vraies choses. Nous allons nous dire la vérité aujourd'hui. Vous allez le voir. Toutes ces choses que nous pensons, que nous, femmes, à propos des hommes, et vice-versa. Les hommes pensent des choses sur nous aussi. Nous pensons des choses concernant les hommes. Alors, ces choses que nous observons, ces choses que nous chuchotons entre nous et que nous allons évoquer publiquement aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas juste derrière la maison ou lorsque nous sommes entre nous, mais publiquement, nous allons nous dire des choses. Alors, bien-aimés, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un face-à-face ou encore moins d'un règlement de compte. Non, loin de là. Mais d'une plateforme d'échange et de dialogue qui nous permettra de mieux comprendre l'univers des hommes et l'univers des femmes. Vous l'avez compris un peu le but de cette émission. Donc, je vais vous présenter les personnes qui partagent ce plateau avec moi aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Renaté. Bonjour Renaté. Bonjour. Alors, toi, tu n'es plus à présenter. Pas du tout. Tout le monde te connaît, n'est-ce pas? Voilà, ouais. Nous sommes habitués à t'avoir. Alors, bienvenue en tout cas. Merci. Et donc, je vais continuer. Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Pasteur Maud. Alors, pour présenter Fabrice, Fabrice est marié depuis plus de 3 ans maintenant. Il est gestionnaire de formation professionnelle. C'est ça. Bienvenue Fabrice à ce plateau. Merci sur ce plateau, pardon. Bonjour Myriam. Bonjour Pasteur Maud. Alors Myriam est célibataire. Regardez-la bien, elle est célibataire, hein, rayonnante, joyeuse. Elle est chef de projet en e-commerce. Donc voilà, bien voulu vraiment venir participer à ce plateau parce que nous voulons nous dire les choses. Effectivement. Hein? Et donc, pour que le plateau soit équilibré, bien évidemment, j'ai l'honneur de vous présenter Olivier. Bonjour Pasteur Maud. Bonjour Olivier, ça va? Ça va très bien. La pression ou... Un peu, mais ça va. D'accord. En tout cas, bienvenue. Alors, pour juste vous situer, Olivier est célibataire. Il est chef de projet dans une entreprise d'énergie et de climat, c'est ça, hein? Donc, tu seras ici la voix des hommes célibataires sur ce plateau. En tout cas, bienvenue. Bon courage, Olivier. Alors, Renaté, comment on va commencer? Alors, je te laisse la parole pour que tu puisses nous dérouler le en tout cas, aujourd'hui, c'est chaud, Pasteur Maud. On veut vraiment prendre le temps, comme tu l'as dit. Et le thème aujourd'hui, c'est « Et si on se disait les vraies choses ?» Donc, on va prendre le temps, comme on l'avait constaté, hein, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les maisons, entre les femmes, à nos réunions, quand on se retrouve, on se parle. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on puisse avoir un plateau où on a les femmes qui vont parler pour celles qui ne sont pas sur le plateau. Et en face, on a des hommes qui vont aussi s'exprimer. Hein, parce que souvent, à Éclat TV, quand on fait nos émissions, on a souvent des hommes qui se connectent, hein, qui écrivent dans le chat, ils disent « Oui, mais il n'y a pas d'hommes sur le plateau pour parler aussi pour nous et tout. C'est comme vous parlez de nous, mais nous, on ne peut pas se défendre. » Bon, l'idée, ce n'est pas de se défendre, hein, mais c'est que vous puissiez avoir au moins la parole aujourd'hui et parler au nom de ces hommes qui ne sont pas là. Voilà pourquoi on a vraiment décidé de prendre ce moment où on va partager ensemble. Hein, on va soulever quelques éléments, quelques types de phrases ou encore des paroles qu'on entend dans les maisons que les femmes disent à propos des hommes. Et les hommes aussi, on a fait notre tour. Hein. Oui, on a fait notre petite enquête et on a recueilli quelques situations que les hommes font monter et qui disent que, voilà, les femmes, elles pensent ça ou ça de nous. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est là qu'on va s'arrêter. Vraiment, c'est autour de ça, Pasteur Maud, qu'on va articuler notre émission. Tout à fait. Donc, voilà, on ne va pas voyager à gauche, à droite. On sait où on veut aller. Ouais, hein? Mais rassurez-vous, bien-aimés, pour une fois, je vais être neutre. Je ne dirai rien. Sinon, il n'y aura pas d'équilibre. Hein? Je vois les frères ici me regarder, mais voilà, sinon, il n'y aura pas d'équilibre. Il y a 2 femmes, 2 hommes. Moi, je vais être au milieu, neutre. Je vais vous regarder, je vais vous entendre. Peut-être que je parlerai aussi. Oui. Sait-on jamais, voilà. C'est vraiment ça le but, au fait. C'est que tu sois neutre et que tu puisses nous amener la lumière. Au fait, la manière qu'on va fonctionner, c'est qu'à chaque fois, je vais amener une affirmation que les femmes ou les hommes ont par rapport au contraire. Et puis, on va partager là-dessus. On va voir, est-ce que c'est fondé? Voilà, est-ce que c'est fondé? Et puis, l'autre partie va essayer de défendre. Même si nous, on ne le vit pas personnellement, mais si c'est dit, ça veut dire qu'il y a des sœurs ou des frères qui le vivent. Donc, nous, on a la responsabilité de les défendre. Amen. Voilà. Donc, je vais commencer par ce que les hommes affirment. Donc, la première affirmation, voici ce qu'ils disent. Les femmes, aujourd'hui, ne sont pas soumises. OK?
trop indépendantes, surtout lorsqu'elles sont réalisées. Ça veut dire que lorsqu'elles sont financièrement posées, lorsqu'elles ont une bonne situation sociale, et puis que spirituellement, elles sont vraiment assises. Elles ne sont pas soumises. C'est ce que les hommes ont fait remonter, Pasteur Maud. Donc, voilà la situation. C'est notre premier cas, notre première problématique. Alors moi, je ne sais pas. Hein. Fabrice, si tu veux prendre la parole, vas-y, tu as le droit. Je vais essayer d'appuyer ça parce qu'effectivement, quand je fais le point moi, de ce que j'entends, de ce que j'observe, on a beaucoup de frères qui sont dans ce type de situation-là. C'est-à-dire qui se retrouvent en fait à se demander si c'est vraiment eux les képhalés dans la maison. Soit ils n'ont pas forcément d'emploi, donc ils n'ont pas la possibilité de pourvoir. Et c'est madame qui pourvoit aux besoins de la maison. Et dans ce type de situation-là, forcément, les décisions de monsieur sont tout le temps remises en question, même quand on sait que c'est lui qui doit donner le cap et la femme à côté qui doit soutenir, qui doit nuancer, etc. Mais au final, on ne prend plus compte forcément de son avis. Il a dit ce qu'il pensait, oui, bon, ça passe au-dessus de l'épaule et puis on fait ce qu'on veut. Ou alors même, on ne considère plus, tout simplement, quand il fait des demandes, quand il donne des consignes, on n'écoute plus, on ne regarde plus à ce que lui il a dit et on prend les décisions soi-même. Et ce qui est dangereux dans l'histoire, c'est que parfois même ça déteint sur les enfants. Et les enfants même regardent mal papa. Parce que papa ne va pas travailler, papa est tout le temps à la maison, c'est maman qui va travailler, c'est maman qui, à la fin du mois, dit voilà, on a tel budget pour ça. Et les enfants sont au courant. C'est très délicat. Et les enfants sont au courant parce que parfois, certaines épouses n'ont pas la sagesse de régler les choses dans l'intimité avec monsieur. Elles font des histoires devant les enfants. Et ça se balance des choses. Et au final, ça crée une atmosphère qui est vraiment polluante dans la maison. Si je peux rebondir aussi par rapport à ce qu'il dit, il y a aussi le cas où, en fait, il n'y a pas le réflexe d'aller voir le mari pour poser la question, pour lui donner son avis sur n'importe quel sujet, où la femme prend directement l'initiative et prend la décision finalement et outrepasse l'autorité de son mari. C'est ça. Et comme il dit, devant les enfants, ça peut être compliqué parce que du coup, les enfants vont avoir le même réflexe de prendre leur décision et de ne pas forcément avoir la reconnaissance de l'autorité du père dans le foyer. Exactement. Après, quand on veut quelque chose, on va directement voir maman. On ne demande plus à papa parce qu'on sait que c'est maman qui décide de toute façon. C'est ça la réflexion après. Ça, c'est une vraie accusation. Je veux dire, fort, hein. Les femmes ne sont pas soumises parce qu'elles sont réalisées socialement, financièrement. Ok, je ne sais pas, moi je te laisse répondre. Mais moi, en fait, je vous poserai juste une question avant de continuer. Parce que comme je vous ai dit, je vais parler pour les autres femmes. Ok. Vous êtes convaincus vraiment que c'est parce qu'elles sont mieux financièrement et elles sont mieux spirituellement ou encore socialement qu'elles ont une telle attitude? Vous pensez que c'est parce que, elles banalisent les hommes parce qu'elles ont plus d'argent ou Alors, c'est difficile de répondre à ça. Est-ce que c'est pas une façon d'interpréter les choses? C'est possible dans certains cas, oui. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Ma femme, c'est la crème de la crème. Ah, tu as intérêt à dire ça, parce qu'elle va pas la même chose. Non, mais je le dis parce que c'est vrai. Je le dis parce que c'est vrai. Je l'assume devant tout le monde. Si elle écoute, elle le sait. Mais la vérité, c'est que on entend certains témoignages où les frères nous disent j'ai émis mon avis, on m'a dit, mais de toute façon, c'est pas toi qui apporte l'argent dans la maison. Ou alors, j'ai dit ce que je pensais, mais de toute façon, moi, je prie plus que toi, tu veux me dire quoi? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu pour prendre une décision? C'est des choses qu'on entend. Et moi, Vas-y, parle. Et aussi, autre chose que moi j'ai entendu, c'est aussi que parfois il y a un manque de patience, parce que le frère, le mari, ne bouge pas, ne prend pas la décision tout de suite, et qu'il faut prendre la décision maintenant. Donc, je prends la décision parce que je me sens légitime de prendre la décision, parce que pour moi, c'est la bonne, donc... voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai eu comme retour au niveau des femmes, ce qu'elles me disent, elles n'ont pas cette prétention-là, au fait. Okay. Le problème se trouve au niveau de l'attitude des hommes. C'est que les hommes qui n'ont pas le travail, comme on le dit, ne se forcent pas. Ils sont assis à la maison, ils ne sont pas en train de chercher le travail. Et ça crée comme les femmes, elles sont un peu agacées par cette situation. Elles veulent avoir un homme qui se cherche, au fait. Si elles ont affaire à un homme qui, le matin, il est assis devant son ordinateur, en train de chercher du travail, envoyer des CV par-ci, par-là, elle ne va pas se mettre à avoir des attitudes. Mais elle constate que son mari, quand il se réveille, il brosse ses dents, il s'assoit devant le jeu vidéo. Il se met à jouer. Et il se dispute les manettes avec les enfants. Quand il doit aller dormir, il cache la manette, pas parce qu'il est en train de tuer l'enfant, mais c'est parce qu'il veut être le premier à avoir la manette. Ça, c'est compliqué. Vous voyez? Quand j'entends les sœurs dire ça, moi, honnêtement, je veux bien vous défendre, mais c'est compliqué. Elles disent que ces hommes
ils vont soit trouver le travail, mais au bout de quelques semaines, ils se font mettre dehors. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience d'apprendre ou encore de se développer dans ce qu'ils viennent de trouver. Parce qu'ils savent qu'ils ont un coussin. Ils savent qu'il y a la femme à la maison qui a déjà un travail qui est considérable. Et puis d'autres me disent que, surtout pour ceux qui sont installés en Occident, c'est qu'ils sont venus avec leur mari. Les maris avaient des diplômes au pays. Et puis ils arrivent à l'étranger, ils ne veulent pas retourner à l'école pour se reformater et être capables de travailler dans la société où ils sont installés. Donc ça fait des hommes qui sont assis, qui rêvent à retourner dans leur pays d'autrefois. Mais frère, tu retourneras quel jour? Tout à fait. Donc en attendant qu'on retourne, il faut qu'on mange. C'est ça. C'est ce que les dames me disent. Elles me disent honnêtement, on ne veut pas, ce n'est pas qu'on veut être soumise. De toute façon, ce n'est pas de l'insoumission. C'est juste qu'on est frustré. Donc, c'est plus de l'agacement. L'agacement et la frustration. Voilà, c'est ce qu'elles expriment. Elles s'attendent à avoir des hommes qui sont dégourdis, qui cherchent à prendre soin de leur famille, parce que c'est ça leur rôle. Ils ont ce devoir-là de prendre soin de leur famille. Ils disent que les hommes, ils s'attendent qu'on soit soumis. La soumission, c'est quoi au fait? Attends, moi, tu nous diras aujourd'hui. Oui, parce qu'on a besoin de savoir. Effectivement. Moi, il faut que je parle pour les soeurs. Quand on finit l'émission, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que les hommes comprennent par soumission et qu'est-ce que nous, les femmes, on comprend par soumission. Oui, Myriam me parlait. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. J'entends dans tous les argumentaires que vous avez donné des argumentaires plutôt financiers. Si on prend par exemple la partie spirituelle où on parle d'une personne qui est assise spirituellement, je crois humblement qu'une femme qui est assise spirituellement sait ce que c'est que la soumission à son époux. Donc pourquoi en fait dire qu'une femme qui est assise spirituellement est insoumise en fait? Donc puisque l'argumentaire que vous avez avancé principalement était un argumentaire financier. Mais quand Aperinate nous a parlé, elle a parlé aussi de cet aspect spirituel. Donc, comment une femme assise spirituellement peut être insoumise à son époux, sachant qu'elle connaît la parole et qu'elle sait ce que c'est la soumission? Olivier, tu voulais parler tout à l'heure. C'était avant l'argument de d'accord. Non, mais par rapport aux deux questions, parce que je pense que ça va répondre aussi aux deux. En fait, moi, j'ai une autre question pour répondre à vos questions. Non, réponds à notre question. Non, mais faut pas nous poser une question. Tu réponds à notre question. Le point que tu veux aborder, c'est est-ce que finalement le fait que le mari soit pas forcément proactif ou qu'il n'est pas forcément assis spirituellement, donne la légitimité à la femme de prendre sa place et de l'outrepasser. Moi, ça fait les femmes ne prennent pas la place. Hein. Au fait, ça prend un chef dans la maison. C'est ce qu'elles disent. Hein. Elles disent ça prend quelqu'un qui prend le devant dans la maison. La plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui sont là, ils ne décident pas. Le bateau est en train de couler, il n'y a personne qui se lève pour lancer l'ancre. Donc la femme, elle s'est dit, il faut sauver le bateau. Elle se lève et lance l'ancre. Voilà. C'est parce que c'est ça. C'est parce que l'homme est là et puis il ne fait pas son travail. Au fait, la femme, elle se sent obligée de faire le travail. Un peu comme la femme de Moïse. Elle a constaté que Moïse était en train de mourir. Elle est allée couper le prépuce de l'enfant. Voilà, c'est ça. Elles se disent qu'elles sont comme des... C'est ça qu'elles font, au fait. Alors, elles essayent de sauver le navire. Imaginons la situation autrement. Plutôt que de prendre les devants de cette manière-là, c'est pourquoi ne pas le faire, bon, ok, avec beaucoup de sagesse, comme vous le dites, hein, parce que finalement, on constate que dans l'ensemble, il s'agit juste d'un manque de sagesse par rapport à certaines attitudes. Mais pourquoi ne pas, dans le même temps, encourager le monsieur? Parce que peut-être que ce dont il a besoin, c'est de retrouver confiance en lui. Peut-être qu'il a vécu une situation où ça a été compliqué et il s'en est pas forcément remis. Donc il a juste besoin que sa femme vienne lui dire, écoute, ça va aller, je t'encourage, écoute, je suis là. Et pourquoi tu fais pas ça? Alors, là, il faut que j'intervienne du coup, parce que là, on parle de beaucoup de choses, effectivement. Alors, on parle de soumission. C'est vrai que le mot qui revient souvent, devant des situations pareilles où la femme travaille, dans laquelle la femme travaille, le mari ne travaille pas, où la femme est avancée spirituellement, tout de suite. C'est comme un peu le mot magique. Tu n'es pas soumise. Voilà, on l'entend souvent. Et donc, c'est un mot, une phrase, une expression que les hommes vont utiliser, justement, disant que tu n'es pas une femme soumise, parce qu'elle travaille, parce qu'elle s'assume, parce qu'elle a l'air indépendante, entre guillemets. Non, autonome, pas indépendante, mais autonome. Donc, on entend souvent ces expressions. Alors, on va peut-être définir le mot soumission. Soumission pour toutes les femmes qui nous écoutent ou qui sont
se sont retrouvés dans une situation pareille. Hein. Alors, la soumission, en fait, alors, quelqu'un me disait que la définition que nous donnons souvent lors des formations ou lors des interventions, il paraît que c'est trop... C'est trop faible. C'est trop faible. on va redéfinir encore. Voilà, parce qu'on dit sous la mission, ça veut dire quoi? C'est pas assez fort. Les hommes n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, la soumission, si on va le voir dans l'expression même, hein, dans le sens même du mot, ça veut dire accepter volontairement la position de l'autre. C'est volontairement, c'est pas avec une contrainte, voilà. C'est volontairement sa position, son autorité. Ça n'a rien à voir avec la condition. Ça n'a rien à voir avec que tu travailles, tu gagnes 10 000 euros ou pas du tout. C'est vraiment, comme la Bible dit que l'homme est le chef de la famille, donc la femme doit volontairement accepter ce fait. Une femme qui est dans le Seigneur, hein, qui connaît la parole de Dieu, qui marche avec le Seigneur. Donc, volontairement, elle accepte que non, dans cette maison, comme tu as dit tout à l'heure, le chef, le premier, chef veut dire simplement premier, le képhale, celui à qui Dieu viendra demander des comptes, c'est l'homme. Voilà. C'est à lui qu'incombe cette responsabilité d'être devant, d'être le premier. Maintenant, une fois que la femme l'a accepté, parce que c'est volontaire, hein, personne ne lui est obligé, elle accepte ça, ça veut dire que cette soumission va avec ce qui va avec. Ça veut dire qu'avec respect, avec révérence, on est OK, tu es le chef, on sait. Voilà. Maintenant, dans la gestion quotidienne, si l'homme ne fait pas ce qu'elle est censée faire et que finalement il y a un vide, et que la femme se retrouve, parce que vous savez bien que la nature a horreur du vide, la femme se retrouve en train de faire certaines choses, il ne faut pas que l'homme sorte et dise « Ah, tu n'es pas une femme soumise dans cette maison. » Non. Ouais. Enfin, je veux dire, quelque part, il faut remettre les pendules à l'heure, dire que non, si tu ne fais pas ce que tu es censé faire, et que finalement, il faut bien que la maison fonctionne, il faut que les choses avancent, que moi, je me mets à faire. Alors, si en faisant ça, je te manque de respect, oui. Si la femme, en faisant ce qu'elle fait parce que le mari ne le fait pas, elle manque en même temps de respect. Elle commence à considérer que non, finalement, elle est supérieure à l'homme. C'est maintenant elle qui est la chef, entre guillemets, dans la maison. Oui, effectivement, c'est une femme qui n'est pas soumise. Voilà. Mais si elle le fait parce que l'homme ne le fait pas, parce qu'en fait, souvent, cette expression, j'ai remarqué, les hommes qui l'utilisent, pas tous, hein, certains hommes l'utilisent simplement parce qu'en fait, ils ont l'impression que leur place est menacée. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus, voilà, le fait que je ne travaille pas, il y a comme une vulnérabilité qui se colle à eux. Et du coup, ils veulent se défendre, ils disent que c'est moi le chef, c'est moi le chef. Mais le chef ne dit pas que c'est moi le chef. C'est pas une histoire de dire, de revendiquer. En fait, c'est une histoire d'assumer et d'occuper cette place de chef. Même lorsqu'on ne travaille pas. Lorsqu'on ne travaille pas, on peut toujours continuer à organiser la maison, à donner des directives, à planifier les choses, à peut-être aussi aider sa femme quelque part. Parce que quand on ne travaille pas, l'histoire de la manette, là, ça m'a un peu sonné dans mon esprit. On ne reste pas devant la télé toute la journée, en fait. Quand on ne travaille pas, le travail, c'est pas juste se lever le matin, aller dans une entreprise, mais il faut travailler, il faut être créatif, il faut vraiment avoir les projets pour son foyer. Donc, il faut occuper sa place de responsable, le premier responsable de la maison. Amen. Et moi, je pense que voilà, donc pour créer l'équilibre, je comprends les femmes qui le disent. Non, je comprends les femmes qui veulent pas, qui n'acceptent pas ce fait, parce que dans certains cas, on voit que l'homme a complètement démissionné. Et donc, il faut rétablir les choses. Et la parole que le Seigneur donne, c'est dans Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc, la femme, toute femme chrétienne, femme qui craint Dieu, connaît ce passage par cœur et sait que c'est ce qu'elle doit faire. La même soumission qu'elle donne à Dieu, elle le doit aussi à son mari, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Mais dans certains cas, la femme est agacée. Elle est juste découragée parce que le mari ne veut faire aucun effort. Alors là, ça peut créer des difficultés dans la maison, ça peut créer des conflits. Effectivement. Donc l'homme ne doit pas être intimidé, ne doit pas être impressionné. Au contraire, lorsqu'il y a une femme qui se lève le matin, va travailler, tu dois rendre grâce à Dieu pour ta femme qui sort. Voilà. Parce que c'est une aide, pasteur. Exactement. Une femme, quand elle vient dans un mariage, elle vient en tant qu'aide. Tout à fait. Oui. Et elle se dit qu'elle ne peut pas laisser son mari être le seul à courir partout. Donc, elle s'est dit qu'elle doit apporter aussi sa contribution. C'est vraiment dans ce but-là que les femmes travaillent, au fait. Tout à fait. Et puis, on a un modèle, hein, la femme de Proverbe 31, elle ne dort pas, elle est partout. Elle court pendant qu'elle court, son mari aussi est respecté aux portes de la ville, parce que son mari aussi travaille. Son mari ne se dit pas, ma femme est en train de faire, donc moi je reste à la maison. Son mari aussi travaille. Tout à fait. Et tu nous disais aussi qu'on parlait, puis tu nous parlais de la soumission qui
qui amène aussi la femme à avoir une influence. Donc ça, c'est quelque chose que nous les femmes, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus parce qu'on sait que ce n'est pas contraignant, la soumission. Mais au contraire, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir être au service de l'autre, pour qu'en retour, nous puissions avoir l'influence que nous sommes appelés à avoir dans la maison pour pouvoir la diriger. Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est une situation délicate. Hein, lorsque la femme travaille, le mari ne travaille pas. Donc ça demande d'une femme d'être sage, de savoir comment je vais présenter les choses, comment je vais parler des projets dans la maison. Est-ce que je vais faire en sorte, que comme c'est mon argent, donc c'est mon argent. Voilà, il y a des attitudes à avoir, il y a une position à occuper. Donc voilà, donc c'est ça demande quand même beaucoup de sagesse à la femme et la femme ne doit pas, en fait, parce qu'elle est agacée, mais elle ne doit pas être agacée. Si le mari ne travaille pas, il y a peut-être des raisons. Il faut peut-être aussi l'encourager, il faut prier avec lui, il faut lui dire que ça va aller. Parce que quand il trouvera le travail, ben, ça sera plus de revenus pour la maison. Exactement. Donc si la femme profite... Dans l'attitude. Dans l'attitude, voilà, c'est dans l'attitude. C'est délicat. L'homme peut être en train de traverser des moments difficiles. Il va manquer de confiance en lui parce que il n'arrive pas à trouver du travail. Donc il y a une manière de parler, des attitudes à avoir. C'est pas parce qu'il est à la maison que tu penses qu'il va donc gérer toute la maison, en fait. Voilà, il va se retrouver dans la cuisine, entendre cuisiner toute la journée, voilà. Il y a des choses à faire, vraiment, c'est avec délicatesse. C'est un conseil que je peux donner aux femmes, en fait. Lorsqu'il y a des situations pareilles se présentent, il faut beaucoup de sagesse. Voilà. Considérer la vulnérabilité de l'homme, parce qu'il est habitué à être un conquérant, quelqu'un qui est fort, mais à ce moment-là, il se retrouve dans une faiblesse. Donc, il devient très sensible même à la façon dont on l'approche. À ce moment-là, on doit encore d'autant plus être respectueuse envers le mari. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui dire les choses, mais il faut qu'on lui dise de la bonne façon. Maintenant, si le mari fait exprès, comme tu disais, là, si vraiment il ne fait aucun effort, là, il y a un problème. C'est sûr. Là, vraiment, il y a un problème, ça ne va pas aller. La situation risque vraiment de s'empirer dans la maison. Lorsqu'il fait aucun effort pour... Le gars, il est assis toute la journée, il est là comme le gérant, en fait. Voilà, la femme va travailler, c'est lui qui gère. Là, c'est pas une situation normale. En fait, là, il y a vraiment un problème à régler et la femme peut demander conseil, se faire aider. C'est ça. Voilà, faire aider. Parce que là, franchement, le couple risque d'être menacé et entre guillemets, de ne plus exister. Voilà. Parce que je ne vois aucune femme tolérer ce type de situation. Voilà. Et les femmes qui ne disent rien, mais elles au plus profond d'elles-mêmes, elles le vivent très très mal. Voilà. Donc c'est pas une question. Dans le fond, ici, c'est pas un problème de soumission. La problématique est ailleurs, au fait. Il faut qu'on règle le problème du rôle. Tout à fait. Voilà. Donc on arrive dans un autre préjugé par rapport au rôle. Tout à fait. Je passe. C'est ma transition. Olivier, tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire quand même? Oui. Oui, ça va? Oui. Bien sûr, tout à fait. Ça, vous n'avez pas le choix. Non, mais je pense qu'il faut aussi aider le mari à comprendre pourquoi il a du mal à travailler, peut-être que ce n'est pas le bon domaine aussi, ça peut être ça. Hein. Voilà, c'est ce que René a dit tout à l'heure. Voilà, il peut reprendre l'école, même les cours à distance. Et puis qu'ils prennent courage. Qu'ils prennent courage. C'est l'homme, donc peut-être même qu'il peut accepter un travail qui est en dessous de ce qu'il espérait. Tout à fait. Mais il faut quand on est l'homme en fait. Voilà. Le képhale dans la maison doit ramener quelque chose. On ne peut pas se dire non, moi ce travail-là, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ok, mais quand tu n'as rien, fais quand même quelque chose. Voilà. Tu prends un peu de travail qui te permet de ramener un revenu à la maison. Amen. Ça, c'est être responsable. Amen. Donc notre prochain point, cette fois-ci, c'est les femmes. Hein. Oui. C'est les femmes qui affirment. Vous êtes prêts? OK. Donc, je vous lis l'affirmation. Les hommes s'attendent à une contribution financière des femmes, mais ne sont pas prêts à contribuer aux tâches ménagères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une maison, on a l'homme et la femme, et le matin, l'homme sort, il va travailler. La femme sort, elle va aussi travailler. Le soir, quand ils reviennent à la maison, l'homme est assis devant le fauteuil, il écoute la télé. Et la femme est obligée de faire tout ce qui se passe dans la maison. Elle doit prendre soin de la vaisselle, la lessive, les enfants, tout ce qu'il faut faire. L'homme ne veut pas contribuer aux tâches ménagères, mais il a une attente très élevée en ce qui concerne ce que la femme doit apporter comme contribution au niveau financier. Ça, c'est vraiment ce que nous, les femmes se disent. On se dit. Voilà. Voilà. C'est ce qu'elles se disent. En tout cas, c'est ce qu'elles nous ont dit. Là. C'est une question que les femmes m'ont envoyée. Elles ont envoyé ça. Elles disent ça, vraiment, traitez ça sur le plateau parce que ça nous fatigue. Donc, alors, c'est qui parle là? moi, je vais prendre le point parce que de dire que les frères
s'attendent à une contribution très élevée, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que chacun a sa part de responsabilité. La politique, de manière générale, c'est qu'on apporte ce qu'on peut apporter et on gère la maison ensemble avec. Je ne peux pas, moi, apporter 1 000 € et m'attendre à ce que ma femme apporte 1 500, 2 000 €. Elle apporte ce qu'elle peut. Si elle peut apporter les 2 000 €, elle les apporte. Si elle ne peut pas, c'est pas grave. Maintenant, à côté de ça... Mais Fabrice, ça c'est ce que toi tu dis. Mais il y a les hommes. Si les femmes disent ça, c'est quelque part, ça existe cette histoire-là. Voilà, donc tu dois ramener minimum ce que je gagne, ou sinon un peu plus. Voilà, si une femme qui ne travaille pas, alors c'est pas une femme. Par contre, quand on arrive dans la maison, c'est moi le chef, je m'assieds et toi tu dois travailler. Et quand elle perd son travail, là, il lui cherche le travail. Il se met sur l'ordinateur, il envoie les CV parce qu'il veut que la femme travaille. C'est qui les motive, il veut que sa femme perce. Il aime sa femme. Quelle est cette motivation? Quelle est sa motivation? Non, mais de manière générale, si ça arrive, c'est que le frère, il y a vraiment un problème de mentalité. Ah, donc tu es d'accord avec nous, c'est ça? Bah, finalement, je peux pas adhérer à ça. C'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des frères qui pensent comme ça, mais ce n'est pas normal dans le fond. Pourquoi ? Parce que, Dieu a donné la grâce à chacun de faire ce qu'il peut. Si elle apporte et qu'elle apporte, elle a apporté et puis on gère avec ce qu'elle apporte. Mais à côté, par exemple, on ne peut pas accuser, on ne peut pas s'en prendre, attaquer un frère qui ne participe pas aux tâches de la maison. Il faut l'amener à le faire, mais pas l'attaquer. Et c'est là où je dis... J'ai pas dit mot attaquer ici, c'est toi qui sors le mot attaquer. Je sors ça parce que j'entends souvent des sistas qui disent « oui, il ne fait jamais rien dans la maison », alors que le jour où il a levé le doigt, il a fait quelque chose. Elle n'a pas vu ce qu'il a fait. Et parfois, elle a vu la manière. C'est ça, elle a vu la manière dont il l'a fait. Fabrice. Tout ce qu'elle a trouvé à lui dire, c'est tu as mal fait. Je peux compléter ce qu'il dit Fabrice aussi. C'est que je pense aussi qu'avant le mariage, il faut aussi se poser des questions par rapport à ces questions qui sont banales, quotidiennes, mais qui sont importantes. Parce que moi, je suis désolé, mais un frère que dès le début, avant le mariage, il a dit « moi, les tâches ménagères, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas mon truc. Moi, t'inquiète pas, mon amour. À la maison, il y aura toujours à manger sur la table. Mais en tout cas, tout ce qui est là, ça ne m'intéresse pas. » La sœur a dit OK. Non, c'est parce que c'est pas ça le contexte. Le contexte, c'est qu'on est dans le mariage. Il faut bien suivre mon cas. Parce que ce qu'on s'est dit avant, là. Ce qu'on s'est dit avant, quand on est fiancés, là. Ça, là, on était trop secret. Là, on est dans le mariage. On a affaire à un homme qui s'attend à ce que la femme contribue au niveau financier. Mais lui, il ne veut pas contribuer au niveau des ménages. Au fait, je vais amener les choses plus loin pour qu'on comprenne. C'est que la femme, quand elle parle de ça, elle se plaint du fait que chacun a son rôle. Le rôle de l'homme, c'est d'être le pourvoyeur. Le rôle de la femme, elle reconnaît son rôle. Elle sait que son rôle, c'est de prendre soin de la maison. C'est sa responsabilité. Mais pour l'homme, c'est sa responsabilité d'apporter ce qu'il faut manger à la maison. C'est ça. Mais on se retrouve dans un contexte où l'homme s'attend à ce que la femme aussi apporte ce qu'on va apporter, on doit avoir à la maison, mais il ne veut pas aider dans ce qu'elle a comme responsabilité. Dans la maison, il ne fait pas le travail non plus. J'ai un point par rapport à ça. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le modèle que chacun a reçu. Les femmes, de manière générale, maman nous apprend qu'il faut gérer la maison, il faut faire le ménage, etc. Parce qu'on est des femmes. Le garçon, par contre, s'il n'a jamais vu papa mettre les pieds à la cuisine, c'était toujours maman. Il n'a jamais vu papa se lever, mettre le linge dans la machine à laver. Pour lui, ce n'est pas systématique de le faire. Pour lui, à ce moment-là, il estime que l'homme qui fait ça, lui, il a le cœur de le faire. Et c'est là le problème, parce qu'il n'y a pas eu de changement de mentalité. Donc, on ne va pas l'accuser à ce moment-là. Il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas normal. Mais la maman aussi reste à la maison. Hein. Ouais. La femme aussi, elle peut dire ça. Elle peut dire que moi aussi, ma mère reste à la maison. Je n'ai pas vu ma maman aller au travail. Moi, je vais rester à la maison. La maman n'allait pas chez Jimmy Chou. Il faut voir aussi par rapport aux dispositions. Peut-être que le mari, lui, la vaisselle, c'est pas ce qui l'intéresse, mais peut-être que s'occuper des enfants, c'est un truc qui l'intéresse. Il y a autre chose. Donc, en fait, on parle de ménage en général. Voilà, mais s'il s'occupe des enfants, c'est bien aussi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Le problème, c'est qu'il s'est dit, la maison, là, c'est la femme. C'est la femme, c'est ça. pas Myriam, moi. toi, aujourd'hui, parce que tu es encore célibataire, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Moi, je pense que au lieu d'attendre forcément que la personne vienne vers toi pour te le dire, il y a aussi cette attitude de proactivité en fait que l'homme peut avoir parce qu'au final,
vous vivez tous ensemble dans la même maison, en fait. Donc, si la maison, je suis d'accord que c'est la responsabilité de la femme, parce que en tant que femme, on est l'aide, en fait, de notre mari. Mais je pense qu'aussi, c'est ça, l'amour, c'est d'aussi être proactif dans l'aide, en fait. Si, par exemple, vous rentrez tous les deux à 19h30 du travail parce que vous avez tous les deux un travail prenant, c'est important pour moi, en fait, que l'homme soit proactif de « je vais t'aider parce que je vois que tu es rentré tard du travail et je vois bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Je n'attends pas forcément que tu me dises « fais ça » ou que tu me réclames de l'aide, en fait. Pour moi, c'est aussi une manière de montrer son amour, en fait, une manière de dire « je suis là aussi pour toi, de la même manière que j'attends que tu sois une aide pour moi, je vais aussi essayer de te décharger de mon côté de ces choses, en fait, que je sais, en fait, être trop pour toi à ce moment-là, en fonction du contexte. Donc, pour moi, c'est aussi... Là, c'est le cri de cœur d'une femme célibataire. Et puis, pas autour d'elle, les femmes mariées qui triment dans leur maison et disent attention, il faut aider aussi un peu. Parce que ce que les femmes se disent, au fait, elles disent, le rôle de l'homme, c'est trop abstrait. Ah. Franchement, elle trouve que le rôle de l'homme est abstrait. On dit, il est gardien, il garde, il protège, il couvre, il pourvoit. Gardez, quand on dort la nuit, il dort à côté. Il garde à quel moment? Est-ce qu'il veille, il fait la veille, il se promène dans les chambres toute la nuit pour garder? Non, mais s'il y a un bruit... Mais pour les femmes, quand on dit le ménage, elle frotte le plancher, c'est concret. Elle fait la nourriture, c'est concret. Elle lave les habits, c'est concret. La maison brille, c'est concret. Mais l'homme, je protège. Mais s'il y a un bruit, c'est pas clair, au fait. s'il y a un bruit dans les escaliers, là, c'est monsieur qui se lève, il faut aller vérifier, non? Comment? Quand il y a un bruit dans les escaliers, c'est monsieur qui se lève. Le pire, c'est que la nuit, quand les enfants pleurent, c'est la femme qui se lève. Le gardien, il travaille à quel moment? Il travaille à quel moment? Moi, je vais donner une anecdote par rapport à moi qui parle par rapport à ce sujet. La dernière fois, on était en train de faire le ménage avec ma femme à la maison. Et c'est elle qui a démarré, en fait. Parce qu'elle avait prévu qu'on fasse ça. Et c'est elle qui a démarré parce qu'avant, moi, je faisais quelque chose. Et donc, quand j'ai fini, je me suis levé, je lui ai demandé, bon, tu veux que je fasse quoi pour t'aider? Parce que ma femme, quand elle commence, il faut la laisser. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Parce qu'elle a déjà établi sa stratégie, elle ne sait pas où elle va passer. Si toi, tu commences à faire... Mais non, j'avais prévu faire ça après. Je veux faire ça, je sais comment je veux le faire. Donc... moi, par prudence, je lui demande, tu veux que je fasse quoi? Alors, Fabrice, c'est ça ton erreur, en fait. Excuse-moi, du coup, je ne voulais pas apprendre, en fait. Le fait de lui poser la question, tu veux que je fasse quoi? C'est pas une question qu'on pose à une femme qui est en train de travailler. Ok. Exactement, parce qu'en fait, il dit, mais tu vois bien qu'il y a tout à faire. Voilà. Comment peux-tu me demander qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est le type de question, la femme dit, mais tu te moques de moi ou quoi? Voilà, c'est ça, en fait. Ce qui est bien à faire. Alors, c'est vrai qu'il ne veut pas avoir l'homme, justement, sur elle, dans ses jambes. Mais en fait, tu peux trouver un moyen de faire quelque chose que tu sais que quand elle a fini ça, elle voudra faire ci. Et donc, moi, j'anticipe. Je vais déjà aller désamorcer. Donc, je vais faire la prochaine tâche qu'elle allait faire. Mais je ne suis pas en train de la pister, de la suivre partout derrière. Ça, non, elle ne va pas aimer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une question une réponse que tu peux apporter comme ça, et c'est plutôt une réponse sage. Ne pose pas la question, mais anticipe. Et je crois qu'elle apprécierait le fait que tu l'aies déchargée sur une tâche au moins. Voilà. C'est pour ça que elle finira plus tôt ce jour-là, et ce jour-là, elle pourra aller dans la chambre moins fatiguée. Hein? Elle pourra être disponible pour toi. Elle n'aura pas mal à la tête. Voilà, elle n'aura pas mal à la tête ou mal au dos. Et puis, l'autre élément que vous avez soulevé en disant on fait, et puis après, elle ne m'encourage même pas. Elle va dire que j'ai pas bien fait, j'ai pas... Au fait, ou encore, elle ne dit rien. Mais c'est parce que c'est toi le protecteur. Quand tu fais le ménage dans la maison, tu protèges ta femme de la fatigue, au fait. C'est ça. Tu la protèges pour qu'elle ne soit pas trop épuisée et qu'elle ne tombe pas en burn-out. Donc, si tu l'as fait, n'attends pas qu'elle te dise « Oh, tu l'as tellement bien fait, c'est tellement super. » Quand elle revient du travail, là, tu ne lui dis pas qu'elle a fait ça, c'était super. Tu trouves ça juste normal, qu'elle ait travaillé, et puis voilà, chacun apporte pour lui. Parce que les femmes, pasteur Maud, ce qu'elles disent, en tout cas, tout à l'heure, il faut nous aider, parce qu'elles disent que, ou elles vont aussi choisir de rester à la maison et puis d'attendre que le Kéfalé puisse tout faire, mais elles vont rester à la maison comme autrefois. Elles veulent une bonne, une personne qui va faire à manger, qui va faire la vaisselle, qui va tout faire, et puis le Kéfalé doit prévoir pour les ongles, les cheveux, le maquillage et tout. Et puis elles vont être là juste pour les chouchouter, leur dire qu'ils sont bons, qu'ils sont parfaits, voilà. Elles se disent que ça serait comme leur rôle. Parce que c'est ça, hein. C'est
C'est ce que tu disais, non? C'est ça leur Moi rôle? Moi Donc, elles ont besoin, voilà, aujourd'hui, vraiment, aide-nous. Aide-nous parce qu'on Alors, veut... voilà, je vais vous aider là aujourd'hui. En fait, en vous écoutant précisément, et Myriam l'a plus ou moins dit tout à l'heure, en fait, le secret dans tout ça, dire que oui, son rôle c'est ci, son rôle c'est là. Ok, chacun de nous connaît son rôle. Les femmes connaissent vraiment leur rôle, les hommes aussi. Ce qui compte au final, hein, quand on connaît les rôles, on n'est pas là dans un système figé où chacun start-gook sur son rôle, dit c'est mon rôle, si c'est pas mon rôle, je ne fais pas. Non. L'amour donne. Voilà. Hein. L'amour donne. Quand on aime, on ne compte pas. Amen. Voilà. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que quand tu rentres le soir, si tu vois que ta femme est fatiguée, tu peux lui dire chérie, tu peux t'asseoir, je vais mettre la vaisselle dans la machine. Voilà. C'est une manière pour toi de donner. Tu sais que ce n'est pas de ta responsabilité, mais tu le fais parce que tu l'aimes. Et je suis presque sûre, en tout cas 100%, que ce jour-là, si tu le fais, tu auras marqué les points. Elle va apprécier. Tu verras que son comportement, même durant toute la soirée, changera à ton attitude. Voilà. C'est une manière de faire, en fait. Voilà. Pas attendre, oui, c'est son rôle. De la même manière, comme tu l'as dit, elle n'a pas attendu que toi, tu ailles au travail et qu'elle s'asseye à la maison. Elle se lève aussi. Donc, quand on aime, je pense, on ne compte pas, on donne, on s'oublie, on essaie de l'amour donne. On ne peut pas rentrer dans un foyer en disant que je dois recevoir. Elle doit faire ci pour moi, elle doit me faire à manger. Si elle ne sait pas cuisiner, ça ne va pas aller. Si elle sait pas... Non, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Voilà. Même si on sait que les femmes doivent savoir tenir une maison, une femme, pas une fille, une femme, quand on vient à l'âge adulte de femme, on doit savoir tenir un foyer, une maison, on doit savoir faire fonctionner une maison. Mais dans le foyer, vous êtes un jeune couple, même un couple d'un certain âge, mais dans la complicité, dans l'amour, tu peux surprendre ton épouse. Voilà, en faisant des choses que normalement c'était à elle de le faire. Donc moi je pense que c'est comme ça que je peux trancher sur cette question-là. Effectivement. Et la plupart du temps, au fait, les femmes, c'est pas qu'elles ont tellement une attente élevée. Elles veulent juste voir que l'homme a cet élan de cœur-là, en fait. Parce que souvent, elles ont l'impression qu'ils sont sans cœur. Tu vois? Mais elles n'attendent pas à ce que l'homme, qu'on puisse avoir un calendrier de fait. Le lundi, c'est toi qui fais la vaisselle. Le mardi, c'est moi qui fais. Elles ne s'attendent pas à ça. Parce qu'elles-mêmes, elles savent, hein, les femmes, elles savent que c'est leur rôle. Et elles ne veulent pas le transférer. Mais elles se disent simplement, puisqu'on est dans un contexte où, aujourd'hui, la femme, elle est plus active que hier, elles veulent avoir un soutien, un support. Et des fois, c'est pas nécessairement que ce soit l'homme. Hein. Des fois, si le Seigneur le permet, la famille a les moyens, c'est d'avoir quelqu'un qui va venir donner un coup de main à la maison. L'homme doit être, il doit être à l'aise avec le fait qu'on puisse avoir... C'est très apprécié, les cuisiniers dans la maison. Je vous donne juste quelques idées. Hein. Après, c'est pas méchant. Moi, je veux bien témoigner rapidement. Si j'ai un conseil à te donner, c'est... faut que ce soit spontané. Moi, il m'arrive souvent, quand je sais qu'elle a fini les cours, par exemple, de l'appeler, de lui dire « Tu rentres à quelle heure ? Qu'est-ce que tu as prévu faire ce soir ? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose en attendant ?» Même si c'est couper les légumes avant qu'elle arrive, c'est déjà quelque chose. Ou quand elle rentre, hein, de mettre de l'eau chaude avec du sel, masser les pieds, c'est quelque chose. C'est bien ça. Bro, parle à la caméra. Parle à la caméra. Donc les bros faites ça, masser les pieds. Dis bien, masser les pieds avec quoi, l'eau chaude. Avec de l'eau chaude et puis du sel. Du sel. Hein. Et puis après, on fait la manucure et la pédicure. Ça, c'est bien, en tout cas. C'est ça, en fait. C'est des gestes comme ça que les femmes attendent. Voilà. Elles ne demandent pas ça tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Et honnêtement, tu aurais marqué les points en faisant ça. Mais je pense que tu marques les points tous les jours. Amen. C'est ça que tu peux dire que ma femme, elle est superbe. Voilà. C'est vrai. Amen. Okay. Amen. Très bien. Est-ce qu'on a une autre... Alors, la troisième, là, ce sont les femmes qui vont parler. Selon les hommes... Non, c'est les hommes, pardon. Les filles sont trop exigeantes. Là, on parle des célibataires. Okay? Les hommes célibataires ils relèvent le fait que les filles sont trop exigeantes dans leurs critères. Elles veulent un homme accompli à tous les niveaux et rejettent ceux qui ne manifestent pas encore ces éléments d'attente. Donc, quand elles regardent un homme, elles se disent il doit avoir ça, 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 ça. S'il n'a pas un seul critère, elles ne veulent plus rien savoir de lui. Donc, leurs critères sont élevés. Ça peut être au niveau de l'accomplissement financier, ça peut être au niveau spirituel. Elles s'attendent que ça soit un pasteur ou un prédicateur, ou en tout cas quelqu'un qui prend la parole et qui crache le feu. Voilà. Elles veulent un homme qui est véhiculé. Voilà. C'est ce que les frères disent. Ils disent que quand ils n'ont pas tout ça, les sœurs... Ne regardent même pas. Vous, les célibataires, là, nous, on ne vous a pas enseigné ça. En tout cas.
Est-ce que tu... Donc, je vais prendre le point, Oui. parce que je suis un homme célibataire. Non, mais moi, j'ai un témoignage par rapport à cela. Alors, il y a moins d'un an, j'avais pas de véhicule encore. Donc, et donc, du coup, j'avais pas mon permis. En plus, j'avais ni véhicule, ni permis. Ok. Et donc, du coup, quand j'ai approché une sœur, ça a été un point de blocage, parce qu'elle m'a fait comprendre que sans permis ni véhicule, si demain on se marie et qu'on a des enfants, le jour où elle sera enceinte, il n'y aura personne pour l'amener à l'hôpital. Et c'est vraiment projeté, hein? Et donc, elle a dit, moi, j'ai pas payé un Uber pour aller à l'hôpital. Et donc, c'est vrai que, bon, c'est la petite anecdote, mais c'est vrai que pour beaucoup de frères, ça peut être dès le premier contact, en fait, le fait qu'il soit petit, ou sinon il n'a pas de travail, ou il n'a pas de situation, en tout cas, il n'a pas de situation qu'il faut. Beaucoup de sœurs ont des listes préétablies dans leur tête. Il faut que le bro, il soit 1m80, musclé, il fasse du sport, qu'il soit reconnu, qu'il ait un beau sourire et tout, etc. Et ça peut être très compliqué pour le frère, en premier abord, de rencontrer une sœur, parce que peut-être qu'il n'a pas les critères que tu veux aujourd'hui, mais peut-être qu'en fait, demain, il les aura, ou même, en fait, peut-être qu'il a d'autres critères, d'autres choses qui sont très bien, et que tu ne vois pas parce que tu n'as pas les premiers critères que tu veux au premier abord. C'est ça. Bon, bah, du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour le coup, pourquoi? Parce que là, en fait, c'est peut-être des spécificités, mais en termes généraux, moi, je pense que pour beaucoup de femmes, en fait, il y a d'abord deux sortes de critères. Il y a des critères négociables et des critères non négociables. Donc, en général, les critères qui sont non négociables vont être des critères qui vont être liés à nos valeurs, en fait. Donc, des valeurs qu'on a pu acquérir dans nos familles, ou en tout cas même dans notre famille, que ce soit physique ou spirituelle, pour lesquelles, en fait, on va être intransigeante et on ne va pas vouloir brader ces valeurs-là, en fait. Et il y a des critères qui sont négociables. Bien entendu, on est consciente qu'il y a des critères qui vont s'affiner avec le temps, qui vont sauter en fait en fonction de la personne. On n'est pas braqué en fait sur moi si j'ai pas tel critère en fait, je te dis non directement en fait. C'est vraiment trop général. Là, c'est un truc que tu as vécu toi personnellement, mais toutes les filles ne réfléchissent pas comme ça. Toutes les femmes ne pensent pas comme ça. Alors, si les gens me disent ça, c'est que la majorité des sœurs, quand même, c'est un point. Moi, j'ai déjà entendu ça. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans la liste un peu des critères, hein, ça va être, il faut que tu sois grand, il faut que tu aies un beau sourire, il faut que tu aies une situation. Alors, si tu es piéton, c'est même pas. Il y a tellement des choses comme ça. Moi, j'ai déjà entendu. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, Myriam, est sensé. Moi, je te connais, donc du coup, c'est quand même des choses pour toi qui comptent, évidemment. Tu fais la distinction entre les critères et les valeurs. Donc ça, on a compris. Donc ça, c'est ta position. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on doit en parler. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont... tu connais pas le frère, mais tout de suite, est-ce que tu le vois, tu l'as jugé. Direct. C'est ça. Il ne rentre pas dans tes critères. Mais regarde comment il est court. Le fait qu'il soit court, ça t'a traumatisé déjà. Tu ne veux pas aller au-delà, tu ne veux pas le connaître. Tu ne sais pas qui l'a envoyé, tu ne sais pas si vraiment c'est lui il est dans le plan de Dieu pour ta vie, en fait. Tu ne sais rien. Tout de suite, tu es bloqué. Pasteur Maud, je pense qu'en fait, il y a aussi le fait que certaines femmes, en fonction du contexte dans lequel elles ont grandi, leur contexte familial, le pays où elles ont grandi avec justement ces critères-là, parce qu'elles ont vu ça dans leur famille, elles ont vu ça par rapport à leurs frères, à leur père, et elles projettent ça en fait quelque part sur les personnes, enfin la personne qu'elles voudraient épouser. Elle se dit, moi j'aimerais que mon mari ressemble à mon père par exemple, ou qu'il soit peut-être comme mon frère. Et si le papa est grand, bien entendu, en fait, dans son intellect, elle va se dire « Ah non, c'est pas du tout, en fait, ce que moi, je me suis représentée parce que mon modèle, c'est peut-être mon père ou mon modèle, c'est mon frère. » ou voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où elles sont beaucoup, en fait, dans ce qu'elles ont reçu dans leur éducation, dans la famille d'où elles viennent ou dans leur zone géographique, qui va jouer, en fait, sur les critères qu'elles vont vouloir pour elles être négligeables ou non négligeables, en fait. Mais moi, au fait, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que c'est pas juste... bon, après, ici, on l'a dit comme ça, hein, mais des fois, les frères aussi doivent faire un effort. Ah. Si. Tu sais, même si la sœur dit qu'elle ne veut pas, elle veut pas s'arrêter sur des critères qui vont changer, quand même. Des fois, il y a des frères qui prennent pas soin d'eux. Ah. Tu vois? Ils prennent pas soin d'eux... les odeurs, les dents sont pas brossées. Je dis pas qu'ils sont pas tous, ils sont tous comme ça, hein, mais ça arrive. Il y a quand même un minimum
de tenue qu'il faut avoir. Parce que, voilà, les sisters, elles, avant qu'elles puissent voir le diamant qu'il y a à l'intérieur, quand même, le diamant doit venir avec une bonne couverture. Hein? C'est ce qu'elles disent. Hein? Elles disent, là, le diamant doit avoir une bonne couverture. Le diamant vient, il est trop brut. Il faut quand même que le diamant fasse un effort. Parce que des fois, ce qu'elles se disent, elles disent... Même si moi, j'ai dit que je vais l'arranger, est-ce que quand on va être dans le mariage, il va continuer? Parce que peut-être qu'après, il va prendre un peu et puis il va me laisser en cours de route. Donc, on ne dit pas qu'il faut s'arrêter sur des critères extérieurs, mais il y a quand même un minimum d'efforts à faire. Ok. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que peut-être aussi qu'il y a des sœurs qui n'ont pas envie d'avoir cette charge de devoir changer le frère dans son apparence, en fait. Mais c'est pas leur rôle de le changer. travail, On change pas quelqu'un. justement, Hein. en fait. Donc, je pense que si elles mettent ce genre de critères-là, c'est parce qu'elles se disent, au moins, ça m'enlève comme une charge, en fait, ou un travail que je n'aurais peut-être pas à faire demain. Ça peut être un raisonnement qu'elles ont, en fait, face à ces critères. Alors, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire la part des choses. OK, j'ai les critères et j'ai les valeurs. Valeurs, on ne touche pas, ça c'est clair. Les critères, par contre, il faut que je sois capable de m'adapter à ce que j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des sisters, elle a vu le frère. OK, aujourd'hui, il n'a pas d'emploi. Mais elle n'a pas le recul, elle n'a pas la sagesse de se dire, est-ce qu'il a une vision? Où est-ce qu'il va? Parce qu'on a entendu des sisters qui après ont vu le frère qui ont dit, ah, putain, il est venu vers moi, il m'a parlé. Hein. Ah, c'est dommage, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas vu plus loin que le bout de ton nez. On a aussi des frères qui se sont plaints que dès qu'ils apportent la sista, elle lui dira c'est quoi ta vision en fait. Donc quand elles ne le font pas, ça pose un problème. Quand elles font, ça pose un problème. Donc du coup, c'est un peuple sans vision, ça va nulle part. Donc ça, on sait, il faut avoir une vision, c'est le minimum. Il faut qu'on sache au moins que tu vas quelque part, que tu as une intention, que tu as une ambition, que tu as une volonté. Ça, c'est des choses. Quand tu n'as pas tous les éléments de sa liste, il faut que tu en aies quand même quelques-uns. La nature hors du vide, tu vas venir avec tu n'as rien à proposer, tu viens pour te marier. Pourquoi? C'est pas censé. Donc il faut que tu apportes quelque chose. Et là, charge à l'assistant en face de toi de discerner ce que tu apportes et de pouvoir te dire si oui ou non ça lui convient ou pas. Libre elle de partir ou de rester. Mais il y a cet équilibre-là qu'il faut avoir. Et c'est ça qu'on reproche aussi, ça. Qu'est-ce qu'on reprochait aussi, ça? Oui, Olivier, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as eu ce cas de figure déjà pour toi? Non, tu as une voiture maintenant. C'est bon. Okay. Non, mais c'est par rapport à la question de l'hygiène qui est, que je trouve qui est importante, qu'il faut quand même aborder aussi pour les frères. Alors, je pense que parfois, il y a des frères qui n'ont pas conscience de ces choses-là, pour différentes raisons, comme ils ont grandi qu'avec des frères, qu'avec des hommes, donc forcément, le SDR, c'est pas forcément un compte. Enfin, moi, je sais que c'est ma sœur qui m'a beaucoup expliqué, il faut acheter un déodorant sans alcool. Exactement. Et 48 heures de... Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas l'explication, mais dans ce cas, peut-être qu'il faut faire une petite preuve de sagesse et voir le potentiel. Si le frère, il est quand même mignon, mais il sent mauvais, bon, peut-être aller voir un grand frère ou un père qui le suit pour essayer de dire, bon, le frère là, m'a abordé. Ah, pour l'instant, c'est compliqué. Mais essaie de lui parler par rapport à l'hygiène, parce que je pense que s'il fait un effort, il y a une ouverture. Voilà. Tu es en train de donner les tuyaux aussi, c'est là. Ouais, mais ça... Ça veut dire tous ces aspects-là, ça peut être aussi la coupe de cheveux, ça peut être aussi l'habillement, voilà. Donc, en fait, la sœur, au lieu de casser le cou du frère, elle peut quand même être polie, mais elle peut dire à quelqu'un d'autre, genre de coacher le frère un peu, voilà. Comme on dit, voilà, ça c'est sage, ça. Frères, on se parle beaucoup entre nous, on se donne beaucoup de conseils. Donc, envoyer un émissaire, dis-lui de changer un peu le style. Voilà. Et puis on va faire, ça peut se comprendre, vous allez exécuter. Très bien. Donc les sœurs ont tout ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, les conseils nécessaires. Très bien. Donc normalement, ça, les critères physiques comme ça là, ne peuvent pas être bloquants. Voilà, parce que ça ne fait pas partie des choses non négociables. Voilà, on a compris. Pas partie des valeurs. Des valeurs et tout. Donc du coup, les sœurs peuvent faire un effort. Alors moi, je vais lire juste la parole du sage à toutes les sœurs qui nous suivent dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Et là, c'est vraiment une mise en garde à toutes les filles, à toutes les sœurs. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, ainsi de suite. Et moi, je rajoute, il y a un temps pour trouver un mari et un temps pour pleurer parce qu'on a laissé le temps passer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'un frère vient devant toi
Mais vraiment, déjà, il faut rendre grâce à Dieu parce qu'il a eu le courage de venir devant toi. Et il t'aborde, il commence à te parler. Alors, c'est vrai, au lieu de le regarder de la tête aux pieds, essaie d'entendre ce qu'il dit. Essaie de voir au-delà de ce qu'il peut te dire. Essaie d'avoir au-delà des apparences physiques. Essaie de voir, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Qu'est-ce qu'il a au plus profond de lui-même? C'est ça. Qui peut rendre témoignage de lui? Qui il est réellement? Où est-ce qu'il va? Alors, ce ne sont pas des questions que tu poseras aux frères. Non, on dit pas, non. Tu ne le connais pas, mais alors qu'il est venu vers toi, je sais que les hommes le font, c'est que cet homme a pris le temps de se renseigner sur toi. Alors, il est venu vers toi, dis-lui, frère, ok, je ne te connais pas, je te vois pour la première fois. Écoute, laisse-moi le temps de me renseigner sur toi, je ne te connais pas. Donc, prends un temps de recul où tu examines. Parce qu'en fait, à force de dire non, 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 parce que tu as un homme idéal, il y a un profil idéal que tu poursuis, attention, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire qu'il viendra un jour où tu compteras, tu n'arriveras même pas à compter, tu auras du mal à compter le nombre des frères qui se pointeront devant toi. Parce que le temps de te marier pourra passer. C'est ça en fait, ça c'est la mise en garde. Donc il faut examiner et pour dire encore, il faut savoir reconnaître le coq quand il est encore dans l'œuf. Voilà, ça c'est important. Amen. Voilà. Reconnais-le quand il est encore dans l'œuf, c'est-à-dire qu'il ne paye pas les mines, il est en sandales, son pantalon n'a pas d'allure, sa coupe de cheveux ne va pas du tout, mais tu peux voir au-delà de tout ce que tes yeux voient. Voilà. Tu peux dire, cet homme-là, si on négocie bien la chose, ça pourra aller. C'est ça. Si on essaie de l'aider, ça peut marcher. Si on essaie, essaie de voir ça comme ça, que de te bloquer parce que ça se trouve que c'est l'homme de ta vie là qui est devant toi. Amen. C'est ça. Et tu risques de le regretter plus tard. Pasteur Maud, j'aimerais te poser une question justement à ce propos par rapport en fait justement à ces critères et comment en fait alors du coup ne pas se brader en fait dans le sens où c'est vrai qu'on a fait la différence entre les critères et les valeurs, mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que pour certaines filles, il faut qu'elles revoient à la baisse, en fait, ces choses qui sont, on va dire, importantes pour elles, mais comment, en fait, elles font pour ne pas se brader, en fait, dans ce cas-là, et juste accepter n'importe quelle demande, en fait, si je peux dire comme ça. Tu l'as bien dit, Myriam, les valeurs sont non négociables. Il faut que le gars, vraiment, il soit... Sinon, c'est des problèmes pour toi plus tard. Voilà. Maintenant, en termes de critères, si sur ta liste, ça dépend, hein. En fait, toutes les femmes n'ont pas les mêmes critères, n'ont pas la même liste de critères. Si sur ta liste, tu étais parti, il faut qu'il ait 1m80, comme l'a dit Olivier, peut-être qu'un gars de 1m65 pourra faire l'affaire. Voilà, c'est ça, en fait. Là, c'est pas se brader, c'est juste se dire, Seigneur, peut-être que j'avais exagéré un peu. Mettre ses priorités ailleurs. Mettre ses priorités ailleurs. Parce qu'en fait, tu veux, comme tu disais, je t'ai entendu dernièrement dire, si toutes les femmes veulent les hommes de 1m80, qui va épouser les hommes? Voilà. Et la plupart du temps, celles qui veulent 1m80, elles n'ont pas 1m80. Voilà. Elles sont en dessous même de la barre, c'est d'un C'est mètre pas se 60. brader, hein. C'est pas revoir à la baisse, non. Tout ce qui est valeur, c'est non négociable. On ne transige pas sur ces valeurs. Franchement, vraiment pas. Quand on est enfant de Dieu, quand on dit les valeurs, on peut les citer, hein, il doit être en Christ, il doit craindre Dieu, ça c'est le minimum. Voilà. Il doit aimer le Seigneur, il doit être sous la responsabilité de quelqu'un. Il faut, quelqu'un doit rendre témoignage de lui, point de vue spirituel, même point de vue même de son comportement, de son caractère. Ça c'est important, ça c'est les choses, si tu... je vais te donner quelques points, mais c'est un des points là, il y a un des critères qui est biaisé, qui n'est pas respecté. À mon avis, tu peux attendre, tu n'as pas à courir. Au niveau du caractère, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses Alors, laisse-le le temps de travailler sur son caractère, d'être prêt à être un homme kéfalé qui prendra son étoile. Et tu as dit quelque chose, Pasteur Maud, on ne se marie pas pour changer quelqu'un. On ne se marie pas pour changer la personne. Parce que souvent, des fois, c'est ça, surtout ce qui concerne les valeurs. On ne peut pas prendre un homme qui n'a pas les valeurs qu'il faut en se disant qu'on va l'amener à les avoir. Ça, c'est vraiment utopique. C'est là qu'on a souvent des personnes qui font des mauvais choix. Tout à fait. Mais les critères sont... ça évolue, au fait. Les critères évoluent. Et il faut être très à l'aise, comme tu le disais. Ce n'est pas une question de se brader. Au contraire, c'est vraiment de mettre la priorité au bon endroit. Tout à fait. C'est une question d'humilité, en fait. Voilà. Tout le monde se trompe. Moi-même, je me trompe. Voilà, on se trompe tout le temps. Donc, il faut dire, je me suis trompée. J'ai mal vu, j'ai mal jugé. Non, c'est pas grave. En ce moment-là, je rectifie. Voilà, c'est juste ça. Ça demande beaucoup d'humilité pour le faire. Hein, parce qu'avec un peu l'orgueil... c'est vrai. Ça demande beaucoup d'humilité. Amen.
Je ne sais pas, je pense qu'on est en train de déborder, mais on continue. Ouais, Il y a plein de bonnes choses. Bon, j'amène la prochaine affirmation. Oui. Les femmes affirment que les hommes jouent avec nos sentiments. Ils nous manifestent de l'intérêt, se font plus présents comme s'ils étaient intéressés à une relation pour finalement dire que cela n'était pas leur intention. Ça veut dire que le frère se rapproche un peu plus de la sœur. Il l'appelle, il l'invite au resto, il l'invite au cinéma, il passe des heures au téléphone avec elle. Il appelle à minuit. À minuit, il appelle, il se souvient de ce qu'elle a apporté le dimanche passé. Il est capable, tous les dimanches, lui dire « Oh, tu es belle aujourd'hui, ta coiffure comme ça, te va bien. Tous ces détails. Hein. Et puis après, il dit à la sœur, lui, il n'est pas intéressé, il n'était pas dans cette dynamique-là. Autrement dit, je ne t'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais déclaré quelque chose dans ce sens. Donc, tant que je n'ai pas dit « je suis intéressé », je ne le suis pas. Même si mes gestes, mes actes, mes comportements, tout ce que je fais te pousse à croire que je suis intéressé, tant que je n'ai pas dit « je suis intéressé », je ne le suis pas. Voilà. Pourquoi tout le monde me regarde? C'est toi le célibataire. Non, regarde, parce qu'on entend beaucoup ça. Là. Je ne sais pas si j'ai On bien, entend beaucoup ça. introduit le point. Exactement, parce que, en fait, c'est comme si vous ne saviez pas ce que vous voulez, en fait. Vous... Bon, au départ, ils savent, en fait. Mais après, Exactement. ils disent que non, c'était pas mes C'est intentions. ça, exactement. Donc, appeler une sœur entre minuit et 3 heures, c'est pas le combat spirituel, en fait. On n'est pas en train de se battre. Donc, ça peut se faire plus tôt dans la journée. Vous pouvez trouver d'autres moments, en fait, pour discuter, pour apprendre à connaître la personne. Mais les femmes, en fait, sont dans les émotions. Les femmes sont on va dire émotionnelles ou émotives. Donc voilà. Donc si vous abordez une sœur qui a une coupe émotionnelle vide et que vous n'arrêtez pas de lui dire tu es belle et tout machin, elle va se sentir comme si elle était déjà en couple en fait. Alors que et donc elle va se mettre dans cette position, elle va se conditionner psychologiquement à ça. Et le fait d'arriver derrière pour dire « Ah ben non, en fait, je ne t'ai jamais dit que j'étais intéressée ou qu'on était en fréquentation », ça crée des cassures, en fait, dans la femme, dans ses émotions. Et donc, voilà, derrière, ça peut causer, en fait, des rejets d'autres frères qui vont l'aborder. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Voilà. C'est comme si les filles prennent ça comme si tu viens occuper mon temps inutilement. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que pendant le temps que tu tournais autour, il y a un phare Frère peut-être, qui et voulait, il t'a voilà. vu en plus. C'est ça. Hein? C'est Les ça. gens, tu m'as affiché. C'est ça, exactement. C'est ça. Ils t'ont vu Tu as et du fait coup, fuir ici, genre voilà. tout autre frère qui Voilà. voulait s'approcher parce que tu t'es trop Là, aujourd'hui, il faut présent, parler de C'est ça. comme- Exactement. c'est comme- moi, j'appelle ça comme une mise de côté. Tu vois, quand on va dans un magasin et puis qu'on on voit un vêtement, on l'aime, on trouve que c'est beau, on fait un dépôt. On dit, OK, je fais un dépôt de 20 €. Le vêtement coûte 100 €. Je fais un dépôt de 20 €. Gardez-moi Gardez. ça. Je vais venir acheter. Mais tu continues ton magasinage. Tu continues à aller voir dans les autres magasins, ton shopping. Aller voir dans les autres magasins s'il y a quelque chose de meilleur. Pendant ce temps, ces vêtements auraient pu être vendus. Ouais. Quelqu'un l'aurait acheté, il allait faire le bonheur de quelqu'un. Mais toi, tu as fait un dépôt dessus. L'habit attend. Mais toi, tu es parti. Hein? Tu continues à faire ta tournée. Tu continues à chercher ailleurs. Exactement. Cet habit-là a un espoir. Il se dit que si tu as investi un peu sur lui, tu vas venir le récupérer. Mais c'est ça, les sœurs disent que... C'est ça. Après, tu viens, tu dis, oh, je n'étais Non, pas finalement, intéressée. j'étais pas Et intéressée. finalement, cet habit, ça me plaît plus. Voilà. Deux choses, hein, parce qu'il faut clarifier quand même. Bon, on est d'accord parce qu'on part du principe que c'est le cas où la sœur elle-même ne fait rien. Parce qu'il y a aussi le cas où la sœur aussi appelle à 22h ou Non, dit non, là, c'est le appelle-moi. frère. Ok, d'accord. C'est le frère. Bon, ça, c'est Non, le mais point. non, mais attends, même si la sœur faisait quelque chose, mais dès lors que c'est toi qui as commencé, la sœur, elle répond. C'est ça. Surtout si elle est intéressée, elle répond ça. en fait. Elle répond favorablement. Mon deuxième Justement. point, alors là, vous donnez encore une astuce. Je pense qu'il faut voir aussi, est-ce que le frère, vous savez, il a un père spirituel? Parce qu'en fait, ça, c'est le genre de situation, en tout cas, sur la longueur, si ça se multiplie, si ça prend une grosse ampleur, il faut faire appel à un père spirituel pour comprendre qu'est-ce qui se passe Non. dans le cœur Là, toi, tu nous amènes trop loin. dans le cœur du Nous, on te frère. parle d'un truc sur le terrain. Je suis d'accord Alors, avec On moi. n'était pas sur le terrain, c'est C'est ce qui ça. se passe. La C'est sœur que va pas le aller, frère, il est comme ça, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Et ils sont plusieurs, c'est pas un cas. Hein. Ça arrive souvent dans l'église. Ça arrive très souvent que le frère font ça. Non, mais après, C'est- peut-être qu'il est indécis, ou
Ça, c'est une possibilité. Ou peut-être qu'aussi, lui, en ce moment qu'il l'appelle et tout, etc., il est en train de créer une relation avec la sœur, et que pour pouvoir s'engager, il faut d'abord qu'il s'assure du lien de relation qu'il est en train de créer. À minuit. C'est ça. Ah, non, Alors, Mais dans ce cas, il faut le être précis avec Fabrice, la tu veux sœur. dire quelque Oui, chose? parce que l'affaire de minuit, là, c'est beaucoup, on entend ça beaucoup. Faut nuancer. Je t'ai appelé une fois à minuit, tu ne m'as pas dit non. Peut-être que moi, dans mon système de pensée, dans mon entourage, appeler quelqu'un à 22, 23 heures, c'est pas grave. Je n'ai pas eu le modèle où on n'appelle pas une femme après Ah non, on est 22 heures. tous enseignés, hein, mon frère. On est tous à la jeunesse. On nous Oui. dit qu'on ne s'appelle pas à minuit. Ça, toi et moi, on est au courant. Non, non, non. Le jour de la télé, tu étais là. Non, mais non. Tu étais présent à la télé. Moi, je suis d'accord pour ça. Dans ce cas, si c'est le cas, pourquoi les sœurs répondent à leur La part? sœur est intéressée. Mais tu sais, parce que- Elle veut. Mais parce oui, que- elle veut. non, parce que- Si elle répond, c'est qu'elle Elle veut. répond parce qu'elle veut. Elle est d'accord même que tu appelles à minuit. Parce ça veut dire qu'elle qu'elle est elle se dit que vous spéciale. allez quelque part. Quelque part, Mais voilà. toi, tu dis que tu vas nulle part. Non, après Mais tu que appelles tu à fais minuit tout quand ça. même. C'est ça. Oui. Mais l'attitude du frère ne veut pas forcément. Ok, il a démarré. Ça, c'est pas qu'il ne veut pas. Il a des intentions. Ah non, non, non. Non, Non, mais- supposons qu'il a des. Non, faut pas me dire supposons. D'accord, Moi, ok. je te lis le cas ici. Parce que la sœur te dit que à un moment donné, parce que ce qui arrive, c'est quoi sur le terrain? Ce qui arrive, c'est que à un moment, la sœur s'est dit, ah, c'est quoi le frère? Il Ouais, bouge c'est pas, quoi, voilà. il ne parle pas et tout. Et puis, des fois, elle fait des enquêtes. Elle envoie des émissaires pour voir c'est comment. C'est là que le frère dit, ah non, non, non. Lui, lui n'est pas intéressé. Hein. Il n'a jamais dit. Et puis là, c'est comme ça, là. Je n'ai jamais dit quelque chose. Peut-être qu'elle Moi, l'a effrayé. je n'ai pas dit que j'étais avec elle. C'est elle qui s'est fait des scénarios. C'est ça. Elle s'est pas fait des scénarios. C'est toi qui as écrit le scénario. Ton nom est en bas. Ah oui, ton nom est. Tu as bien Non, mais- signé le scénario. Dans le cas que tu dis, AP, Renaté, c'est que là, pour moi, il y a un problème, c'est que aussi, pourquoi elle fait des enquêtes et pourquoi elle ne donne pas directement au frère? Mais parce que, Ah, le parce que frère la n'a pas sœur, elle n'est pas spécifié. supposée c'est- faire oui, les c'est avances. C'est ça. pas à elle de te dire, Elle frère, attend, j'étais. elle attend et Non, puis elle c'est voit pas qu'il n'y a ça. rien de vient. Elle Elle demande- attend, elle voit qu'on ne demande pas la main. La il y a main, rien. elle attend. Non, mais demander au frère quelles sont ses intentions. C'est pas dire je t'aime, mais dire. Parce bon, que quand elle va demander ça, tu vas dire qu'elle est en train de te draguer. C'est ça. Elle, Mais en il y a fait, aussi- elle lit entre les lignes, au fait. Elle Et lit entre les Et lignes. le frère n'a pas dit dès le départ quelle était la. Enfin, il n'a pas défini cette relation. Donc, tu commences à l'appeler, mais tu ne définis pas la relation. Tu dis pas, là, on est amis. Donc, elle, dans son système, elle enregistre que vous êtes amis, en fait. Elle enregistre que la relation, elle est définie comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elle se fait pas de film, en fait. Donc, à partir du moment où tu n'es pas précis, où tu ne déclares pas exactement tes intentions, donc c'est à toi de déclarer tes intentions avant même qu'elle ne te le demande. Si tu commences à lui parler, tu dis, on est amis, en fait. Je suis en train d'apprendre à... Donc, on ne va pas... Enfin, tu vois, c'est clair dans son système que là, on est à ce stade. Si tu veux aller à un autre stade, tu déclares encore, Mais Myriam, on va à un là, autre tu dis stade. vrai, mais si seulement ça pouvait s'arrêter au niveau de la période appelée à minuit. C'est pas il faut appeler à minuit. Restaurant. C'est que restaurant. Non. Et puis cinéma. Non. Et puis il y en a même qui demandent, ce mois si j'ai du mal à payer mon loyer, est-ce que tu peux me Eh oui. Par contre, le cinéma, le restaurant, ça, bon, le cinéma, je sais que c'est pas forcément permis. Par contre, le restaurant, il y a un vrai problème, c'est que pour un frère, le lieu où il peut rencontrer la sœur, c'est le restaurant. Parce que pour un frère, il y en a beaucoup que pour qui l'église n'est pas un lieu où on peut, on va dire, rencontrer la sœur. L'église, on est là pour prier. On est là pour prier, comme l'église, c'est pour prier. Frère, on a les communautés Et donc- fraternelles aussi. à Mais, l'église. mais pendant les confrats, il y a plein de gens, il y a pas de moment... Le chasseur sait isoler la proie. Oh Tu là isoles là. la proie. Au restaurant, au restaurant, On isole pour échanger. Non, mais il y a vraiment ce point-là où, en fait, en général, à l'église, les sisters elles sont en groupe. Et c'est le frère qui va me dire qu'il a eu le courage d'aller aborder une sister alors qu'elle avait ses copines autour. Je lui serre la main, c'est un chef. Non, moi, pire. C'est un chef. Moi, pire, le frère qui est en plus resté au milieu des sisters, là, il parlait seulement avec la sœur. Il parlait pas aux autres. Donc, il parlait avec la sœur seulement. Il parlait à la sœur qui voit. Il est les trop autres- courageux. Il est trop courageux. Parce que le risque, dans ce cadre-là, c'est quoi? C'est que les copines autour font leurs commentaires. Hein. Et si ça se trouve, c'est un frère qui a déjà parlé à une et ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que ça n'a pas marché que je ne continue pas ma chasse. Je vais vers une autre proie. Maintenant, si celle à qui j'ai parlé malencontreusement est copine avec celle à qui je parle maintenant, elle va pas se gêner. Hein.
le frère. Mais le truc, c'est que c'est vraiment dans la manière de faire, en fait. Et ça, c'est pas une histoire de 1 mois, 2 mois. Ça dure longtemps. Ça peut durer 6 mois comme ça. Ou pendant 6 mois, tu fais espérer à une sista que ça va aller plus loin, que la sista va te donner des conseils. Elle va s'investir dans ta vie. Souvent, elle pose des questions personnelles à la sœur. C'est ça, oui. La sœur, c'est comme il pousse la sœur à s'ouvrir, à lui parler des choses qui sont intimes. C'est ça. Et puis après tout ça, il n'y avait pas d'intention. C'est là le problème, au fait. Ça bloque quelque part. Alors, faut aussi dire qu'il y a des sistas qui brusquent les frères. On est en train d'échanger. On est en train d'apprendre à se connaître. C'est pas que je n'ai pas d'intention envers toi. Je t'appelle, je t'invite, on sort, on échange et tout. Je veux vraiment quelque chose. Mais tu me mets une certaine pression par rapport au mariage. Et ça, il y a des frères que ça fait fuir. Prenons notre temps. Je sais, je t'ai dit, enfin, je te l'ai peut-être pas dit, mais j'ai des intentions. Je te le dirai à un moment donné. Mais ne me mets pas la pression là-dessus. En tout cas, pasteur Maud, aide-nous. Oui, là, vraiment, je vais dire quelque chose. Voilà. Si tu as les intentions envers la sœur, il faut être clair dès le départ. Hein. C'est ce que Myriam disait, c'est que le frère vient, c'est pas clair. Il aime bien la compagnie de la sœur, mais il dit pas les choses, et en même temps, il veut bien rester avec elle. C'est pas comme ça. Si tu as les intentions, tu dis, voilà, ma sœur, je t'ai observé, j'aimerais mieux te connaître. Je vais savoir qui tu es. Donc, est-ce que tu me donnes la permission de te fréquenter, d'échanger avec toi dans le but, effectivement, demain, si Dieu fait grâce, peut-être d'aller jusqu'au mariage. Là, c'est clair. C'est-à-dire que la sœur dit, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Sauf que certains frères, ils ne prennent même pas la peine d'être aussi clair au départ. C'est-à-dire que je t'appelle, comment tu vas, je m'introduis dans ta vie, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais dans sa tête, c'est pas pour épouser cette femme demain. Dans sa tête, c'est juste, je passe du temps avec elle, mais honnêtement, elle n'est pas dans la liste de celles que je pourrais épouser demain. Donc, entre guillemets, je vais profiter d'elle parce que j'aime bien sa compagnie, mais elle n'est pas dans le mariage, non. Donc, le jour où la sœur, elle se rend compte que 4, 5, 6 mois, des fois même 1 an, elle dit, mais frère, c'est comment? Ça dit, mais je t'ai jamais rien demandé. C'est ça qui, c'est pas, je veux dire, c'est pas juste, c'est pas sain, c'est pas honnête. Voilà. Et c'est ça que les sœurs veulent dénoncer. Je suis sûre que sur le chat, les sœurs sont en train de réagir parce que des cas comme ça, on les voit souvent. Vraiment, ça vient souvent. Donc, si je peux dire quelque chose à tous les frères qui nous écoutent aujourd'hui, frère, tu as entendu cela, c'est fort là. Nous sommes 3 femmes sur ce plateau, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas bien. On n'est pas d'accord. Il ne faut pas faire les choses comme ça, voilà. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les sentiments de l'autre, voilà. On ne joue pas avec l'âme. L'âme, c'est cette partie de l'être humain, notamment chez la femme, qui est une partie qui est très sensible. On ne doit pas manipuler, jouer avec le cœur de l'autre, non. Souvenez-vous, hein, et ça, je parle aux hommes comme aux femmes, hein, parce qu'il y a des femmes qui font ça aussi, hein, qui vont faire espérer, voilà. Aux deux. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Parce que la Bible dit dans Galates 6, verset 7, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout à fait. Si un frère choisit délibérément d'avoir ce comportement, un jour quelqu'un lui fera ça, mais il fera encore pire que ce qu'il a fait à une autre sœur. Ah oui. Et là, il pleurera, il regrettera parce qu'il sera en train de récolter ce qu'il avait sémé. Tout à fait. Donc, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, c'est une loi spirituelle. Elle ne s'applique pas seulement quand on fait les dîmes et les offrandes, mais c'est surtout dans les relations. Donc, il y a une manière d'aborder une sœur. Si tu sais que cette sœur-là, franchement, elle n'est pas dans tes critères. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas. C'est une sœur que tu ne pourras jamais un jour épouser. Alors, change ta manière de l'aborder, change ta manière de la fréquenter, change ta manière de lui parler. Si tu vois qu'elle s'agrippe un peu, dis ma sista, vraiment pour moi c'est clair en fait, voilà, je veux pas d'amalgame. Il y a des hommes qui ont ce courage qui disent non, c'est pas parce que je t'ai appelé que tu vas espérer, non, franchement tu es une sœur pour moi, on est bien, je t'apprécie comme sœur, mais ça n'ira pas au-delà. Là tu vas préserver, ça va aider la sœur à se préserver, elle va garder son cœur, peut-être qu'elle pleurera, mais elle aura moins mal que si elle s'était investie. Voilà. Aller trop loin. Voilà. Il faut garder les distances, il y a moyen d'observer de loin. Il y a moyen de voir la personne de loin avant de faire les premiers pas. Il faut prendre le temps, au fait. Prenez le temps qu'il faut avant de décider que vous allez vers la sœur pour commencer à bâtir quelque chose avec elle. De peur de briser le cœur d'une sœur. C'est ça que vous devez savoir, au fait. La Bible le dit aussi, nous sommes des êtres faibles. Donc les femmes, leur sensibilité est très élevée. Et surtout quand, avec le contexte actuel, il n'y a pas beaucoup d'hommes
qui approche les femmes. Donc, une sœur qui a la grâce d'avoir un bon frère qui s'approche d'elle et qui semble intéressé, la sœur, elle est contente. Elle s'est dit que, voilà, c'est peut-être l'homme que le Seigneur a envoyé pour moi. Donc, il faut vraiment faire très attention à votre manière de faire parce qu'il y a plusieurs sœurs qui souffrent de ça et qui sont vraiment brisées à cause de ça. Et aux sœurs, on va dire, gardez vos cœurs, quoi. Garde ton cœur. Le gars, il n'a rien dit, il n'a rien dit. Voilà. Les hommes sont imprécis, ils sont jamais pressés, donc il faut garder son cœur. Tant qu'il ne l'a pas dit officiellement, mais ne cherche pas à l'aider, ne cherche pas à faire, comme on dit, les acrobaties pour absolument l'attraper ou non. Non, il a l'instinct chasseur, même si ce n'est pas parler, dis-lui, il faut parler. Mais ne va pas parler à sa place, ne suppose pas sa place. Voilà, ça c'est important. Donc il faut garder son cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc le cœur est précieux. Ne laisse personne briser ton cœur. Et ce frère-là qui vient briser ton cœur, il n'est pas qualifié pour, il n'a pas le droit. Voilà. Donc, il faut vraiment garder son cœur, préserve ton cœur. Voilà. Garde tes distances. Tant qu'il n'y a pas une parole claire, garde tes distances. Voilà. Ne te mêle pas, ne te projette pas. Parce que des fois, c'est des frères qui ne sont pas... ils viennent de recevoir Christ, ils ne savent pas comment faire, au fait, dans l'église. Ils n'ont pas la façon de faire. Donc, ils sont un peu maladroits dans leur manière. Donc, si toi, tu es une enfant de Dieu, tu es dans l'église, tu as reçu tout ce que tu as reçu, vraiment, il faut faire les choses de la bonne façon. Ne te laisse pas avoir dans ce piège de l'ennemi. Donc, est-ce que je peux aborder le prochain rapidement? Donc là, ce sont c'est les sœurs qui parlent. Non, c'est les frères. Lorsqu'un frère fait une demande auprès d'une sœur et qu'elle n'est pas intéressée, pourquoi se sent-elle obligée de partager la nouvelle au point de coller une étiquette au frère? Ça veut dire que la sœur, là je me tourne vers toi, c'est nous là. La sœur, le frère s'approche d'elle, le frère est intéressé. Finalement, enfin, il y a un qui est courageux, qui parle. Mais la sœur, ce n'est pas dans ses critères, elle n'est pas intéressée, elle ne veut pas. Pourquoi elle se sent obligée d'aller en parler à tout le monde? À toutes ses copines. Celui-là, il est venu vers moi. À tout le monde dans l'église est au courant. Toutes ses copines sont au courant. Le frère, maintenant, on le regarde, on dit... on lui donne une étiquette, je ne sais pas quelle étiquette. Un petit nom, des fois. Exactement, il devient celui qui a approché tel, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand on le voit, ah tiens, c'est le frère qui a approché tel. Je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, je vois peut-être 3 raisons pour lesquelles une sœur peut faire ça, en fait. Sachant que, voilà, je ne pense pas que toutes les sœurs le fassent, mais... Si ça sort, là, si ça sort, c'est qu'il y a eu des cas, et je pense que une des raisons pour lesquelles une sœur fait ça, c'est effectivement si, par exemple, elle n'a pas été abordée depuis tellement de temps que là, quelqu'un l'a enfin abordée, elle est contente. Donc, elle a envie de peut-être partager sa joie. Elle est contente de le faire. Mais oui, même si elle a dit non, en fait, c'est le fait de... Quelqu'un l'a enfin abordée, en fait. Pour montrer que moi aussi... Exactement, que moi aussi, j'ai été abordée. Mais donc, elle pense à elle ne pense pas au frère. Exactement. Voilà. Ou bien, il y a cette partie, peut-être qu'elle a peut-être des insécurités ou qu'elle se dit que si elle en parle, ça va montrer que, au final, ça comble un peu sa partie insécure, en fait. Mais est-ce que tu reconnais que ce n'est pas bien de faire ça? Oui. D'accord. Complètement... Voilà, on est d'accord. OK. Donc, Olivier, c'est bon ou... Ouais, je suis content que tu reconnaisses ça parce qu'en fait, c'est très, très, très compliqué. Parce que les bros, pour pouvoir approcher une sista, il leur faut du courage. Parce qu'il y en a, il faut le dire, il y a des bros qui se prennent des râteaux et des râteaux et des râteaux. Et quand il est en train de faire cette tentative comme ça et qu'en même temps on est en train de lui coller des étiquettes, enfin... À un moment donné, il faut s'arrêter et se dire il faut bien que le bro il se marie, quoi. Et pour se marier, il faut bien qu'il approche une sista. Donc c'est compliqué. Ouais. Si je dois avoir peur qu'on me colle une étiquette parce que j'ai approché une sista, à quel moment je me marie? Et c'est comme ça qu'on a des frères qui vont finalement au risque. En fait, c'est dangereux parce que ça peut pousser un frère à aller chercher une femme dans le monde. Mais il faut aussi se poser la question, peut-être, c'est pourquoi ce frère se prend autant de râteaux. Enfin, c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que des fois, c'est ça, les sœurs, elles se sentent obligées d'en parler parce qu'il y a déjà une qui avait été abordée
Ou encore peut-être c'est un frère qui fait des mises de côté dans le même magasin. Oui, Non. tous les habits dans le magasin là ont une mise de côté dessus. Donc à un moment donné, les habits dans la garde-robe se parlent là. Ils disent moi aussi, c'est le même. Moi aussi, c'est le même. Donc à un moment donné, on est solidaires, on se parle pour ne pas tomber dans un piège. Moi, la question que je me pose, en fait, un frère qui, à chaque fois, on lui dit non, 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 il doit à un moment donné s'arrêter, se poser la question, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? C'est ça. Yes, exactement. Est-ce que c'est ma pointure? Moi, c'est ça que je me pose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des frères aussi, de la même manière qu'il y a des sœurs qui ont des exigences comme ça, mais il y a des frères, tu as, je sais pas moi, tu n'as pas le bac, enfin, on lit l'histoire du bac, en fait. Quand même, il y a des femmes que tu ne peux pas aborder comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que tu ne peux pas soulever avec tes deux mains parce qu'elles pèsent lourd. C'est ça, Voilà. c'est Il y a ça. des femmes, en fait, qu'on ne peut pas... Donc, toi, c'est Faut ce genre connaître ta de type de... pointure. Ben oui, Oui. comme ça, t'as pas de problème. Tu mets le pied, ça rentre, gloire à Dieu. Continue. Si tu veux une rue de soins, Boaz. C'est compliqué. Ça va pas aller. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, au niveau du... c'est pas le coaching, au niveau du casting, il y a un problème. Donc, un frère comme ça, je me suis sûr que les frères nous écoutent là, donc je dirais à ce frère, si tu as 1, 2, 3 râteaux, comme vous l'appelez, à un moment donné, il faut s'arrêter, demande conseil, dit, il faut que j'en parle à quelqu'un, et tu verras que parle à quelqu'un qui peut te parler librement, sans te juger, mais également qui peut te parler librement sans être... impressionné par toi, qui peut te dire la vérité, un vrai ami, voilà. Donc tu verras que cet ami dit c'est là, c'est pas ta pointure. ça. Il te dira en fait là-bas non. Voilà la catégorie de personnes qui pourraient t'aller. Donc c'est ça, souvent il y a aussi ça comme qui peut être comme problème. Et puis il faut écouter ce conseil-là, parce que des fois, on leur donne ce conseil, mais ils n'écoutent pas. Ils vont quand même essayer, mais après, la réputation, c'est pas quelque chose qui est facile à récupérer. Il faut vraiment prendre le conseil, demander aux autorités. Tu as un responsable, tu as quelqu'un qui peut te faire une mini-enquête rapidement ou qui peut jauger. C'est Tu ça. vas te dire, Qui voilà, te conseille aussi non, qui peut te dire non, celle-là Celle-là, non. non. C'est pas pour toi non. au moins ça t'évite un râteau. C'est ça. Voilà. Faut pas viser trop haut, hein, les frères. Et Voilà, c'est ça. Faut pas Bon. viser trop haut et puis. Bah, je sais pas, enfin, Et trop, puis, il y a aussi l'approche, aussi comment parler. C'est ça. Oui. Il y a des râteaux qui viennent Aussi. parce que, franchement, Oui, tu tout à fait. arrives. Sœur, Je vais t'épouser. je veux t'épouser. Je te connais pas. Est-ce que tu commences à poser des questions, alors elle ne te connaît pas, elle ne te doit rien, elle n'a pas de réponse à te donner donner, là. c'est sur ça. voilà. C'est Donc ça. c'est la maladresse. Beaucoup aussi reçoivent des râteaux parce qu'ils sont maladroits. C'est ça. Ils ne savent pas comment aborder une sœur. Donc quand tu ne sais pas, pareil, demande conseil. Là, ça va te préserver, voilà. Amen. Parce qu'à force de recevoir des râteaux comme ça, Ah oui. il y a une Ah oui. confiance en toi que tu peux perdre aussi. Tout à en fait, Voilà. tout à fait. Tu dis quelque chose. Bah, j'ai une question, mais un frère qui aborderait une sœur et qui se prendrait un râteau parce qu'il n'est pas la bonne pointure, Oui. est-ce qu'il peut aussi s'élargir et réessayer peut-être aussi? Ça peut prendre du temps aussi, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que la sœur sera toujours là? Entre-temps, Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Donc on a compris un peu, voilà, c'est pas bien. Les sœurs qui le font, c'est pas bien du tout. Il faut pas griller le frère. Ouais. Mais si le frère, enfin, quelqu'un dirait qu'il s'excuse, s'accuse. Un frère qui se plaint, il faut qu'il s'examine d'abord. c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que parce que j'ai pas trop abordé les sœurs que finalement je suis grillée en fait pour de vrai? Du coup, je deviens le sujet de raillerie auprès des sœurs, voilà. Ouais. c'est ça. Et puis, si le frère n'est pas à ta pointure, il est sûrement à la pointure d'une autre sœur. Donc, ça ne vaut pas la peine de salir son nom, au fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Parce que, Donc aux sœurs, on se moque pas, c'est ton bro, c'est ton frère. Ne le grille pas, il a aussi droit d'avoir une fiancée. Tout à fait. Donc, ok. alors, une autre affirmation, c'est la dernière. Les frères ne font pas le premier pas. Ils attendent que cela vienne des sœurs. Il y a d'autres qui font trop. Il y a d'autres qui ne font pas assez. Pas assez. Donc le premier pas, c'est comme s'ils attendent que la sœur, comme tout à l'heure tu disais, mais si la sœur a senti que le frère, pourquoi elle ne pose pas la question elle-même? Mais la sœur, elle n'ose pas parce qu'elle s'est dit que c'est à toi de faire le pas, c'est à toi de faire la demande, c'est toi, voilà, c'est pas à elle. C'est comme Ok. ça qu'on vous a enseigné d'ailleurs. Voilà, c'est Oui, ça. je suis d'accord. Mais enfin, pour moi, il y a plusieurs cas. Donc, il y a le cas d'abord du frère qui observe. Donc, il est encore en observation. Donc, il n'est pas dans le temps de la concrétisation. Donc, peut-être qu'il y a une impatience, peut-être qu'il faut attendre un peu, essayer de comprendre, voilà. Il y a le cas aussi du frère qui ne sait pas comment s'y prendre pour faire le premier pas. Ça, c'est possible.
parce qu'on vient tous de quelque part. Peut-être qu'il se dit, si je fais comme si, c'est pas la bonne démarche, ça va la frustrer, ça va lui faire peur. Donc il n'ose pas aller, donc il reste là. Et aussi le cas aussi du frère qui pense qu'il fait le premier pas, mais en fait ça veut rien dire. C'est-à-dire que lui, en fait, quand il t'a gardé une place au culte, pour lui, c'est déjà un grand pas. Tu vois, voilà. là, tu vois, mais Dieu te garder. Faut pas dire des choses comme ça. Parce que tu dis ça, on va ajouter ça dans la liste tout à l'heure. Tu comprends? Il faut que vous soyez clair. Tu vois, toi, tu me dis garder une place, ça peut être une drague. Une Et puis tu me dis aller au cinéma, c'est pas une drague. Tu comprends? Il faut que vous soyez constant, au fait. Ça dépend des frères. Là, je prends tous les cas de figure qui existent. Mais je pense que dans ce cadre-là, il faut attendre, après pas attendre 6 ans, évidemment, faut pas attendre, voilà, c'est attendre un peu, voir est-ce qu'il y a une évolution dans la démarche du frère, c'est que est-ce que petit à petit, il prend beaucoup plus d'assurance, et aussi, après, on peut aussi, à ce moment-là, se renseigner, tout à l'heure on parlait d'enquête, se renseigner, quelles sont ses vraies attentions, en fait, au final. Parce que si on fait une enquête et on se rend compte qu'il n'y a aucune attention, dans ce cas, il faut être clair avec le frère et lui dire, bon, je perds mon temps avec toi, laisse-moi tranquille. Et là, parfois même, ça peut créer un réveil. C'est-à-dire qu'il va se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout, il va se manifester. Donc, ça, c'est un conseil que tu donnes aux sœurs, en fait. C'est un conseil que tu donnes aux sœurs. En tout cas, si elle se renseigne et que le frère, il s'avère qu'il n'a pas d'intention véritable, oui, je pense qu'il faut vraiment couper. Faut couper. En tout cas, il faut couper par rapport à son cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser ouvrir son cœur. Pourquoi seulement le cœur? Faut tout. Oui. Frère, tu m'appelles plus. En couple, toi. On se préserve, bah oui. Mais si on sert ensemble, on va quand même s'appeler. Oui, Prendre des distances. Oui, prendre des distances. Voilà. Tu as brisé le Là, cœur, c'est moi je plus vais toi et moi, t'appeler. c'est le service, c'est Ça, pas le voilà. même contexte. Exactement. Mais il y a aussi une chose, c'est que dans les approches, dans les phases d'observation, etc., il y a ce qu'on appelle la bro zone. Dans le monde, Là, comment? la bro zone. Bro C'est zone, la ok. zone, en fait, où c'est une sorte de zone émotionnelle où, pour la sista, tu n'es rien de plus que son frère en Christ. Ça s'arrête là. Donc, en fait, le frère, il est là, il observe, lui, il a observé, il sait que la sista, c'est elle qu'il veut. Mais il n'a juste pas le courage de faire le pas parce que pour lui, la sista ne le voit que comme un frère et rien de plus. Est-ce que c'est pas une interprétation à ce Oui, niveau? mais aussi dans ce cas-là. Ça peut être une interprétation parce que si la sista protège son cœur, comme on le dit, en fait, le frère, donc elle n'envoie pas de signal, donc le frère ne discerne pas forcément. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut envoyer un émissaire et se renseigner pour être sûr, est-ce que je fais le pas ou pas? Ou est-ce qu'il faut tout simplement se retirer? Donc le frère, il gentiment? n'ose pas parce qu'il dit, mais elle me considère trop comme son frère. C'est ça, il espère La juste sœur le passe au petit temps, dit, signal oh, tu es pour... vraiment mon grand frère. C'est ça. Oh, t'es trop mon frère, toi. Des trucs comme ça. Et puis, au final, il cherche un Il signal. n'a même plus le courage de parler. Mais Exactement. parfois, les Exactement. sœurs le font délibérément, en fait, pour te faire comprendre que ne fais pas Ne le fais pas, pas en le fait. pas. Oui, bon, là, c'est pour ça que je dis, en fait, quand tu observes, si c'est confus, envoie quelqu'un, renseigne-toi, pose des questions à ses copines, vois ce qu'elle dit à ton sujet. Ça, à ce c'est un moment-là, conseil que donne aux hommes. C'est ça. À ce moment-là, tu sais ce que tu as à faire. Tu te retires. Mais si effectivement, de son côté, les gens autour de toi te disent que oui, elle est intéressée, prends ton courage à 4 bras s'il le faut et lance-toi. Parce qu'il n'y a pas que tes bras, il y a les bras du Saint-Esprit, ça fait 4. Lance-toi. Tu vois. Mais voilà, faut avoir ce recul-là et réfléchir, observer les choses et se lancer ou se retirer. D'accord, ok. Donc moi, je vais aller dans le même sens que ce que tu dis. C'est un conseil que tu donnes aux hommes. Mais C'est ça. j'aborde dans ton sens. La simple raison, en fait, au lieu de te lancer quand il sait que c'est petit, tu risques de recevoir, ramasser donc un râteau. Prends le soin de demander conseil, effectivement, C'est ça. à quelqu'un, qu'une personne aille tâter le terrain pour toi, aille même préparer les terrains pour toi, aille même Exact. plaider pour toi. C'est ça. Voilà, c'est une stratégie. Parce que la Bible dit dans Proverbe 11, verset 14, la parole du sage, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est ça. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est-à-dire que c'est bien de demander conseil à des personnes matures, des personnes qualifiées. Ça te préserve des ennuis. Donc, effectivement, je vais dans ce sens-là. Tout à fait. Mais quand même, ce que Myriam dit, si la sœur te dit, tu es mon frère, tu ressembles beaucoup à mon grand frère. C'est Ça veut clair, dire en que fait. c'est trop clair. Je hein. me sens tellement à l'aise avec toi, vraiment, tu es vraiment comme mon frère. J'ai pas peur de te dire ce genre de choses parce que tu es mon frère. Non, frère, laisse tomber, en fait. C'est un message. Vous entendez les mots.
C'est un message. C'est un message, ça veut dire que Ouais. essaie de phrases-là, trouver c'est d'autres des phrases stratégies que- pour C'est ça. faire passer le message que tu veux faire passer. Non, ou encore passe ta route parce qu'elle n'est pas intéressée au Ouais, fait. exactement. Si elle te considère comme son frère, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Ouais. D'accord. Voilà. Maintenant, les sisters, si tu ne le considères pas comme ton frère, il ne faut pas Arrête de l'appeler l'appeler mon frère. frère. Mon frère, Parce voilà, que voilà. le message est un peu embrouillé au fait. Ouais. On ne comprend pas le message. Dans le fond, on constate que c'est vraiment dans la communication que ça se passe. Ouais. Tout à Il y a fait. des interprétations d'un côté ou de l'autre. Voilà pourquoi c'est vraiment important qu'on puisse chacun, surtout en parlant autant des mariés que des jeunes, être à l'écoute, au fait. Être à l'écoute et ne pas interpréter. Parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup dans l'interprétation. C'est ça. On donne un sens aux choses que l'autre n'a pas donné, au fait. C'est On notre a dernier fini. point. Voilà. Mais par contre, la question je voulais soulever, c'était, je pense que c'est Fabrice qui l'a dit un peu, c'est par rapport au mariage qui se font. Les gens sortent de l'église, au fait, ils s'en vont prendre une femme dans une autre église. Ah, Alors que c'est souvent dans les l'église, frères qui font ça. les frères font ça, mais maintenant, il y a beaucoup de Les sœurs qui sœurs font ça aussi aussi. font ça, ouais. Parce qu'elles ne se font pas beaucoup aborder dans l'église. Donc, elles acceptent des demandes. Des fois, ça vient d'outre-mer. Hein. Des fois, ça peut être Il y en a d'un qui autre partent au pays. Ah oui. Ils vont chercher une femme au Carrément, pays. ils vont chercher une femme au pays ou un mari au pays parce que dans l'église, c'est comme s'ils se regardent entre eux, mais ils ne se voient pas au fait. Ah, dans l'église, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Mais quand tu viens, moi, je regarde, je vois des frères. Des frères. Je vois Moi, des je vois sœurs. beaucoup de Mais sœurs dans entre eux, ils ne l'église. se voient pas. Ah, Donc, moi, c'est une question que je voulais vous poser à vous, les célibataires, que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui arrive. qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça se passe comme Olivier, ça? tu es Pourquoi- célibataire, il y a des sisters dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, tu es célibataire. C'est ça. Pourquoi? Alors, moi, en tout cas, par rapport à cette question-là, j'ai identifié trois points qui, pour moi, sont des limites. Le premier, ça peut être la déception. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de comment ils ont été abordés, ou au contraire, qu'ils ont abordé les sœurs et qu'ils n'ont pas pu trouver quelqu'un, donc ils vont chercher autre part. L'autre point, c'était aussi la mentalité, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, donc ils vont à l'extérieur en disant que là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux, donc ils vont chercher autre part. Et le troisième point, je pense, c'est au niveau de la famille, il faut qu'on ait des plateformes plus efficaces dans le sens qu'il faut des plateformes où vraiment on puisse rencontrer les frères et les sœurs, mais équilibrées et pas forcément des plateformes où il n'y a que des sœurs et que finalement, toi t'arrives tes frères, tu vois, il y a plein de sœurs partout, tu te dis bon, je vais pas aller là-bas. T'es cerné, quoi. Et puis ça peut être aussi plus compliqué pour les sœurs parce qu'elles arrivent des plateformes où il n'y a que des sœurs, il y a 3-4 frères et elles se disent oh là là, la compétition va être rude. Et donc du coup, à ce moment-là, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de connexion qui se produisent. Donc je pense que c'est les 3 points que je vois comme difficulté. Myriam, tu veux dire quelque chose? Alors, moi, ce que je pense, c'est vraiment que si les frères dans l'église n'abordent pas les sœurs et que quelqu'un de l'extérieur l'aborde et que cette personne est peut-être en crise, enfin voilà, que cette personne a une église, qu'elle est connue de ses pasteurs, qu'elle a un bon témoignage, la sœur va se dire, je ne vais pas refuser en fait quelqu'un qui est prêt à m'épouser en attendant que quelqu'un de mon église en fait fasse le pas et vienne vers moi en fait. Donc je pense qu'aussi il y a ce truc par rapport aux sœurs qui elles sont là, elles attendent, elles sont prêtes et si les frères qui sont dans leur entourage autour d'elles ne font pas le pas, elles vont donner leur chance à quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui va être plus audacieux en fait, prendre les choses en main pour peut-être lui demander et faire sa demande en fait. Donc voilà. Moi, en fait, ce que je vois là-bas, c'est il y a peut-être une dimension de familiarité. Hein, on parlait tout à l'heure de frères. On est frères en Christ. On n'est pas frères de sang. Donc, voilà, la sœur, c'est ta sœur, oui, mais c'est en Christ, c'est pas de sang. Donc, faut pas... Il n'y a pas de consanguinité. il n'y en a là. pas. Donc, il faut regarder la sœur avec un autre œil, le frère avec un autre œil. Il ne faut pas se limiter à... Il ne faut pas que la familiarité fasse que tu te dis « Oh, mais lui, non, lui, je ne peux pas, c'est mon petit et tout. Parce que dis-toi que la sœur aussi, dans l'autre église, elle est aussi voilà, elle a aussi une familiarité avec les gens là-bas. C'est ça. Donc, il y a quelque chose, il faut aller au-delà de ce que nous voyons. Il faut aller un peu plus loin. Et vous allez voir que les mariages vont se faire au niveau de l'église. Voilà. OK. Amen. Donc moi, j'aimerais aussi que vous puissiez faire un cri de cœur
hein, Pasteur Maud, si tu me permets. Je suis d'accord. Je veux que Myriam et Olivier puissent faire un cri de cœur, qu'ils puissent parler au nom des célibataires. Parce que, bon, Fabrice est déjà marié. En plus, il nous a dit que sa femme, elle est superbe. Superbe. Voilà, on bénit le Seigneur. Il n'a pas de cri de cœur à faire. Il est déjà heureux. Donc, vous allez juste nous faire un cri de cœur. Pour Olivier, tu vas regarder ta caméra et puis tu vas parler. Parle aux femmes, parle aux sœurs, passe un message. Okay. On t'écoute. Alors, en tout cas, si j'ai un message à dire à toutes les sœurs et les femmes qui nous regardent, d'abord, c'est que il faut être patiente, pas trop, mais il faut être patiente. Mais surtout, l'important, je pense qu'il faut arrêter de voir l'image et tout ce qui est superficiel et vraiment créer une relation avec les frères. C'est-à-dire que nous, les frères, ce qu'on recherche, c'est vraiment de créer des relations parce qu'en fait, c'est la relation qui va être le moteur et qui va être aussi pour nous, l'élément qui va faire qu'on va décider ou pas de se lancer, d'engager, d'aller plus loin, d'aller vers le mariage, fonder un foyer. Et c'est la relation qu'on aura avec une sœur. C'est pas le mariage. Le mariage, c'est qu'un événement. Mais le vrai mariage, finalement, c'est cette relation-là qui se passe entre un frère et une sœur sur la durée. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'endormirai à ses côtés sans aucune crainte et en étant sûr qu'elle pense comme moi, on va dans la même direction, on prend le même chemin? Et je pense que c'est un peu ça que je voudrais parler aux sœurs, c'est que faut pas être focus sur le mariage, mais être focus sur vraiment créer des relations avec une personne. Amen. Très bien. Amen. Message passé, je pense. Donc, Myriam, c'est ton tour. Tu regardes la caméra et puis tu parles aux frères. Alors, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux frères, c'est, dans un premier temps, c'est Dieu qui marie ses enfants, en fait. Donc, autant une femme va avoir tout ce dont elle a besoin, donc elle va se préparer pour son mariage, elle va se préparer à tenir son foyer, elle va vraiment, en fait, se préparer spirituellement dans son âme, dans son corps. Autant c'est aussi important que les frères se préparent vraiment, qu'il y ait des vraies plateformes en fait qui préparent le frère à cette vie de couple, cette vie de famille, à être le képhalé qu'il est censé être. Parce que si une femme doit être prête à être l'aide qu'elle doit être pour son mari, un mari doit aussi être prêt à être le képhalé, la tête qu'il doit être pour son foyer. Et aussi les frères, soyez précis. Sachez ce que vous voulez, en fait. Ne faites pas perdre du temps aux sœurs inutilement. Si vous savez ce que vous voulez, vous avez plus de chances d'avoir des oui plutôt que des râteaux, comme a dit notre frère Fabrice. Donc, soyez au fait de ce que vous voulez, en fait. Connaissez, entre griffes, votre vision. Sachez où vous voulez aller parce que une femme a aussi besoin d'être rassurée, comme Aperenata a dit tout à l'heure, d'être protégée. Donc, si elle ne comprend pas la direction dans laquelle vous voulez l'emmener, elle aura moins d'aisance ou de facilité à vous laisser rentrer, en fait, ou entreprendre quoi que ce soit avec elle. Voilà. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. En tout cas, votre cri de cœur est lancé. On espère que les hommes et les femmes vous ont entendu et qu'on va se réajuster. Voilà, qu'on va se réajuster. Donc, tout à fait. On va se réajuster. Effectivement, donc, on est arrivé à la fin de cette émission. On a débordé, mais ça valait la peine de débattre ainsi. Amen. On s'est dit la vérité, gloire à Dieu, et je pense que ça va permettre aux hommes et aux femmes d'avancer dans la même direction, et ça va permettre également aux jeunes, aujourd'hui dans l'Église, de se marier. Amen. Voilà, Amen. donc c'était le but un peu de cette émission, faire tomber les tabous, parler les sous-entendus, les prétendus, non. On voulait parler des choses telles qu'elles sont. Donc, Amen. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir eu cet après-midi connectés à ICC TV à travers le monde, d'où vous venez. Nous sommes heureux. Alors, nous voulons vous laisser avec cette parole. L'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux ». Ça veut dire qu'il y a un temps pour se marier et le mariage est bon. Le mariage a été créé par Dieu. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de bon que Dieu a créé et à laquelle, par exemple, les hommes et les femmes aspirent. Donc, ne soyez pas bloqués. Si votre temps n'est pas arrivé, c'est que ce n'est pas le temps. Mais quand le temps vient, c'est le temps. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un a dit, on en a parlé pas plus loin que hier, l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.